Bon, nous sommes en train de parler des perspectives d'avenir quand on sort des études. Et globalement, elles ne sont pas glorieuses. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est avant toute chose de parler du moment où les gens rêvent encore. Où ils se disent, là, je suis dans le cœur de mes études, je vis les meilleures années de ma vie, je vais en profiter. Et donc, pour faire ça, ils vont faire des classes préparatoires en se disant, ça va ouvrir le champ des possibles. Et avec un peu de chance, je vais avoir un emploi de rêve. Alors attendez, hop. Pourquoi les gens veulent aller dans les grandes écoles hein? À part c'est l'élite de la nation, vraiment. On s'est pas posé cette question-là. Moi c'est particulier, donc j'ai pas fait de grande école, mais surtout j'ai jamais voulu avoir un emploi en particulier. Rien qu'un emploi, j'étais là genre... Ouf, pourquoi ? Apprendre des choses, j'adore. La fac pour ça, enfin l'école et la fac pour ça, j'étais là genre ouais, je peux apprendre plein de trucs. Mais sinon, je sais pas. Le fric à la sortie, bah je sais pas. Est-ce qu'il y a un moment où on est censé profiter de nos études ? Moi ça va, j'en ai plutôt bien profité. Mais je pense que j'avais un état d'esprit plus facile. J'avais l'impression que je volais du temps quand j'étais aux études. Parce que mes parents, du coup, ils ont bossé dès le collège. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que chaque année où je réussissais des études et où je faisais une année de plus, c'était une année de voler au monde du travail. Où j'étais là en mode « Ouais, je repousse mon arrivée dans le monde de l'emploi où je vais devoir travailler pour vivre. » Et globalement, être épuisée. Donc j'étais vraiment en mode « Ouais, une année de plus de voler. » Oui, il y a des écoles prestigieuses où t'es très bien payé quand t'en sors, hein, j'imagine. Pression familiale, ouais. Oui, aussi. Comme on parle de gens de classe supérieure et aisée qui font des classes préparatoires, j'imagine que la pression familiale doit être assez forte. Salut Jumba Jojo, salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent et que j'ai loupé. Les profs m'y ont poussé, je voulais me donner les meilleures chances pour avoir du choix derrière, pour pouvoir faire de la recherche. Et aussi, je ne savais pas précisément dans quel domaine je voulais aller. D'accord. Oui, c'est plus large que la fac, c'est clair. Ça se spécialise moins au début. Si t'es un bon élève, on te pousse à faire des études longues. Pas forcément. Ça dépend. Qui est le on. Et ça dépend. Ça dépend quand même de pas mal de facteurs. Et après, ça passe pas forcément par les classes préparatoires, les grandes études. Boulimie de sciences. Choix économique aussi pour l'internat et la bourse. Oui, je vois. Ah ben voilà. J'attendais qu'il y ait quelqu'un qui dise un truc comme ça. Il faut aussi faire des grandes écoles qui proposent des études utiles. Utiles pour qui ? Utiles pour qui ? Faire un +5 ou +8 pour un taf qui ne propose quasi pas de poste, c'est inutile. Ça, c'est littéralement l'inverse de ce pourquoi j'ai été à l'université, quoi. Je me disais, mais cette angoisse de faire un boulot ou de faire des études où, à la fin, tu vas ressortir et tu vas être employable. C'est-à-dire que, en gros, tu n'es pas en train de découvrir tout ce que l'humanité a découvert. Tu vois, genre, il y a des connaissances accumulées qui sont énormes. Mais non, l'important, c'est qu'à la fin, tu puisses avoir un emploi précis et être embauché pour ça. Mais ça, c'est ma définition de l'angoisse. C'est ma définition de l'angoisse. Et du coup, c'était même l'une des revendications avec les camarades à la fac où on était en mode « Nous sommes inutiles !» Genre là, vraiment, on vient de passer 5 ans à faire des trucs qui nous plaisent. Et la seule utilité, c'est notre curiosité, quoi. Mais c'est la seule utilité. Ça n'a aucune autre utilité pour le monde du travail derrière. Banger. Énorme banger. C'est pour ça que je vous dis que t'as l'impression que... Quand tu sors de ça, t'as l'impression que t'as volé 5 ans au monde du travail, quoi. T'as volé 5 ans au capitalisme. Puis surtout, c'est hyper dangereux, je trouve, quand t'arrives tu sors du lycée et que tu te dis ok, là je dois trouver un emploi qui après me rendra quelqu'un de rentable, quoi. Il faut que je sois rentable pour pouvoir avoir un métier qui me permettra de payer le loyer, de nourrir ma famille et tout. Il faut que je sois rentable. Du coup, très vite, tu t'enfermes dans des boulots qui te plaisent pas du tout. C'est aussi 5 ans à ne pas cotiser pour la retraite. Non mais alors si vous commencez à penser aux cotisations, là on fait rien.
Mes parents, salut Neneuf, mes parents ont fait prépa et grande école, donc c'était pas dans leur schéma de pensée qu'on fasse différemment. Et ça a posé problème quand mon frère a dit lol, non, je vais aller à la fac. Ah oui, bah j'imagine, ouais. Je connais 2 personnes qui ont fait prépa, les 2 sont mal payées et maltraitées au taf, exactement comme le commun des mortels, donc j'ai des doutes sur le mythe d'être bien payé à la sortie. Bah alors, moi aussi. Mais le pire, c'est qu'eux, ils ont grandi dans ce mythe. Donc, dès le début, ils ont choisi des choses qui pouvaient être utiles, ils ont rentabilisé des années de leur vie, où en plus t'es plutôt jeune, etc. Pour après n'avoir rien. T'imagines comment tu ne finis pas dépressif dans cette histoire? Ça me paraît pas con quand tes parents ne peuvent pas te financer éternellement, c'est important de pouvoir avoir un taf à la sortie de ses études. Ouais, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Hein. En gros, c'est un leurre de ouf parce que tu te dis que tu vas aller faire des études qui te permettront d'avoir un emploi. Les études que tu choisis sont les études les plus optimales. Il y a très peu de chances que tu arrives au bout de tes études déjà. Il y a très peu de chances. Si la motivation première, c'est d'avoir un poste et d'être efficace derrière, il y a très peu de chances que tu tiennes le coup parce que si ça t'intéresse un minimum et que t'es pas t'as pas ta curiosité qui est piquée par ça, il y a très peu de chances que tu tiennes la quantité de travail qui t'est donnée, même à la fac, pour pouvoir ensuite derrière avoir ton diplôme. Et ensuite, le diplôme ne suffit pas. En fait, c'est le réseau, c'est plein de choses. Mais du coup, si t'es de classe populaire et que tu te dis, bah en fait, moi, je vais aller faire des études qui me permettront d'avoir un emploi derrière, tu te rendras bien compte, malheureusement, une fois que t'es arrivé au bout de tes 2, 3 ou 5 ans d'études, qu'au final, t'auras pas d'emploi. Parce que tout ce qu'ont fait les personnes qui sont de classe supérieure et aisées pendant que toi, t'étais en train de cravacher aux études, c'était de réseauter pour ensuite avoir un poste derrière. C'est pas ton niveau de diplôme et tes compétences qui font que t'as un emploi. Ce n'est jamais ça, et ça ne sera jamais ça. Donc c'est vraiment un leurre. On vend aux classes populaires la méritocratie, quoi. On vend le fait de si tu travailles, et si tu travailles bien à l'école, t'auras quelque chose derrière. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc vraiment, tu gaspilles des années de ta vie pour un poste, donc vraiment pour un employeur à l'avance, pour derrière n'avoir aucune rétribution. Mais du coup, quoi, on reste à l'école toute sa vie pour découvrir tout ce que l'humain a fait? Bah moi, j'aurais kiffé, hein. Non, parce qu'il faut être noté après, derrière et tout. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que les gens, ils viennent sur des live lectures? Pourquoi est-ce que les gens, ils regardent des docus? Pourquoi est-ce que les gens, ils regardent des vidéos de vulgarisation sur YouTube? Parce que les gens, ils sont quand même globalement curieux et ils ont envie d'apprendre des choses. Tu vois, Outer Wilds, c'est un jeu sur... tu te balades et tu découvres l'univers. Les gens, ils kiffent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'apprendre des choses en jouant à ce jeu. Les gens, ils aiment ça, globalement. Ils sont curieux. Toi, t'as envie que ta vie, ça soit métro boulot dodo, là. Tu vas au travail, tu travailles pour un truc qui ne te tire aucune satisfaction personnelle parce que tout ce que ta valeur, c'est ton travail pour ton employeur, qui lui en tire un bénéfice, c'est super, mais toi, tu t'y touches rien. Donc tu fasses bien ton travail ou pas, globalement, ça change rien. Et après, tu rentres chez toi comme ça, et tu fais quoi? Tu regardes une série, tu manges, tu vas te coucher, c'est ça notre vie. Non, mais au bout d'un moment, il faut aussi se dire que on mérite peut-être d'autres choses dans notre vie. C'est aussi ce pourquoi les gens qui sont aujourd'hui dans la rue le 1er mai se battent. On mérite d'autres choses, que notre vie se passe qu'à travers le prisme du travail. Et rendez-vous compte, du coup, vous avez littéralement passé vos études à travers le prisme du travail. Les grandes écoles sont des réseaux. Oui, par contre, ça, on est d'accord. Les grandes écoles te donnent accès à du réseau. Ce qui est bien une des manières de peut-être s'en sortir en étant de classe populaire. Mais après, t'es pas sélectionné quand t'es de classe populaire pour aller dans les grandes écoles. Donc bon, un peu compliqué, quoi. Même quand tu arrives à faire une grande école, dit Arthur, dans mon cas, si j'ai fait prof, c'est aussi parce que contrairement aux gens de milieu plus aisé de ma promo, j'avais 0 réseau et du coup, j'ai pas pu rentabiliser mon diplôme. Bah voilà. Disons qu'on te vend la capacité à avoir un réseau, mais après, il faut encore y avoir accès quand on est dedans, quoi. Si on devait pas avoir à travailler pour vivre, on travaillerait pas. Donc moi, je propose d'optimiser comment moins travailler. Oui. Oui, c'est ça, le réseau des grandes écoles, il faut savoir le mobiliser. Tout le monde n'a pas cette compétence. Et n'a pas l'opportunité de pouvoir le faire non plus, ouais. C'est ça. Voilà, écoutez, moi, je vous propose de, en tout cas, changer votre manière de voir le monde. Pour pas vous cramer et pas faire un burn-out à 25 piges, quoi. Voilà. Dit-elle.
avec ses 10 heures de taf par jour. On vit dans une saucisse avec ses réalités. Oui, mais la réalité, c'est que si tu passes toute ta vie à travers le prisme du travail, je te dis pas de plus travailler. Hein. Je te dis pas de plus travailler. En fait, là, vous êtes aussi cliché dans la manière que vous avez de percevoir ce que je suis en train de dire. Je vous dis pas on travaille plus, du coup on fait plus rien, etc. Je vous dis que déjà, faut arrêter d'être zélé pour son employeur. Vous ne travaillez pas pour vous. Donc arrêtez de vous épuiser à faire bien votre travail pour un employeur qui n'en a rien à foutre, si ce n'est ce que vous rapportez comme bénéfice. Donc vraiment, arrêtez d'avoir tout qui est vraiment... les sources de stress que je vois, des gens qui sont en train de faire chaque micro-tâche en disant « Mais je fais vraiment bien cette micro-tâche, donc il n'arrivera aucun problème. » Non, vous êtes jetable. Vraiment. Donc envisagez-le comme ça et ne vous impliquez pas plus de mesures dans votre emploi. Je comprends bien qu'il faut un emploi pour vivre, mais ne vous donnez pas plus que ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire garder son travail, globalement, pour être plutôt tranquille. On a quand même une streameuse qui dit le travail c'est nul en travaillant le 1er mai. Bah oui, mais le 1er mai, il y a tout le monde chez soi. C'est le meilleur moment pour travailler. En stream, en tout cas. C'est le meilleur moment. Sinon, les gens, ils se touchent la nouille en regardant une série télé, là. Hein. C'est le moment. Hein. C'est le moment de tenir des propos politiques, un 1er mai. Quand tu accueilles du public, tu le fais surtout pour eux. Non, mais bien sûr, moi aussi, j'ai fait des boulots où tu accueillais du public. Et évidemment, tu fais attention à comment tu traites les gens. Bien sûr. Mais il y a plein d'autres tâches à côté où tu te donnes pour ton employeur quand même. Hein. Donc bon. Le réseau perso compte beaucoup plus que celui de l'école, mis à part les plus prestigieuses. Mais en fait, ça marche parce que le réseau de l'école recoupe le réseau de la grande bourgeoisie. Oui, c'est ça. C'est des gens qui se connaissent déjà, en fait. Pas besoin d'aller dans une grande école pour se rencontrer. C'est des gens qui sont déjà dans les mêmes cercles. Mm. C'est littéralement la journée pour discuter travail, c'est vrai. Je me suis jamais forcée à aller plus vite au travail parce que tu finis juste par avoir plus de taf que les autres. Oui, voilà. Oui, c'est clair. Hein. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, alors apparemment, les classes préparatoires, on a lu déjà 4e semaine, je crois, où on lit Muriel Darmon. Elle disait que les classes préparatoires, c'était utile pour mettre au travail les gens, justement. Ça leur faisait acquérir des manières d'être et de se conformer à des charges de travail qui sont assez énormes. Et donc là, on était en train de voir sur comment est-ce que l'institution vient être insidieux aussi dans ta gestion de soi, ton bien-être. Merde. J'ai appuyé sur le bouton et là, du coup, je sais plus où je suis. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah voilà. J'ai trop chaud, hein. C'est parce que je suis en colère. Hein. Pas à cause de vous, hein, à cause du travail. Il faut poursuivre et compléter l'identification de cette institution. Elle ne laisse pas réduire cette conciliation des contraires. Donc oui, on disait que, en fait, c'est que juste avant, elle expliquait que l'institution des classes prépa était violente envers leurs élèves, mais en même temps que la violence était retenue parce que les élèves coûtent cher et que le but, c'est quand même qu'ils sortent diplômés pour être valorisés, nanana. Il y a des statistiques qui sortent, combien d'élèves ressortent. Bref. Donc il y a un souci des élèves qui se manifeste et qui prend de multiples formes. Le jeu et la mise à distance des usages ou des représentations totalitaires de l'institution préparatoire, l'acceptation bon gré mal gré par les enseignants d'une responsabilité sociale et politique, et non plus seulement scolaire, dans le fonctionnement des classes, la préservation des effectifs et des élèves eux-mêmes au cours de l'année. Oui, ils essayent que les effectifs se maintiennent aussi. Là, il y a des trucs qu'on n'a pas vu là-dedans, donc je peux pas vous expliquer. C'est dans les sous-parties en haut que j'ai zappé. Du coup, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent dans ce qui est énoncé là. Vous pouvez aller lire le texte de Muriel Darmon. Globalement, il est encore accessible en librairie. Voilà, il n'y a pas de problème. Les classes préparatoires fabriquent des dominants. C'est quoi le titre exact du bouquin? Attends. Fabrique d'une jeunesse dominante, voilà. Au cours de l'année, plus généralement, l'existence d'où un travail de retenue de la violence préparatoire et d'adoucissement qui s'exerce dans les manières de parler aux élèves et des élèves dans les pratiques quotidiennes. Donc en gros, l'institution est violente envers les élèves, mais c'est adouci en fonction de la manière qu'on a de communiquer avec eux pour les maintenir et maintenir les effectifs. Or, ce souci n'est pas seulement professionnel ou conjoncturel, il est aujourd'hui ancré dans l'institution elle-même, et il appartient de plein droit à sa définition que l'on vise ici d'élaborer. Ok.
On propose d'appeler institution enveloppante. Donc la classe préparatoire, elle serait enveloppante parce qu'elle envelopperait tous les aspects de votre vie. Quand vous rentrez en classe préparatoire, votre vie, c'est la classe préparatoire. Quand vous êtes en train de faire un loisir, vous culpabilisez parce que vous vous dites « Merde, c'est du temps où je pourrais travailler pour préparer mes cols. » Donc il y a un aspect total et un aspect retenu. Alors, ok. Il y a l'extension du mandat institutionnel à des territoires individuels qui sont au-delà de ceux de l'institution totale ou même disciplinaire. Donc en gros, les profs des classes prépa vont essayer de faire attention au bien-être physique, social et psychologique des élèves. Ils les gouvernent, les élèves, mais ils font aussi que les élèves s'autogouvernent et se surveillent entre eux. Comme pendant la thèse, oui. Jamais tranquille avec ta conscience. Ouais, c'est ça, hein. Il y a une gestion institutionnelle, une gestion de soi, auquel fait appel l'extension du mandat institutionnel. Donc c'est vraiment insidieux, quoi. Les institutions totales gèrent le matériau humain en l'homogénéisant et en le soumettant à une obéissance institutionnelle au moyen de la solution totale de continuité entre les reclus et le personnel. Donc les institutions totales, on l'avait vu un des streams précédents, c'est un concept qui est utilisé par Michel Foucault et Erving Goffman qui explique par exemple les comportements qu'on a envers les reclus dans les prisons ou les personnes qui sont recluses aussi dans les hôpitaux psychiatriques. Où en gros, t'as ceux qui sont reclus, qui doivent obéir, et il y a le personnel qui justement va imposer tout ça aux personnes qui sont reclus. La discipline fabrique des corps dociles en les individualisant, mais dans le souci premier de leur utilité. Encore une fois, il faut qu'ils soient utiles. L'exemple des classes préparatoires permet alors de voir, par rapport à ces exemples canoniques, comment l'institution opère en étant soucieuse du bien-être physique, social ou psychologique des élèves. Qu'il ne s'agit pas tant de faire obéir que de travailler dans de bonnes conditions. C'est ça. Donc contrairement aux prisonniers ou aux gens qui sont en hôpital psy, là il y a quand même une attention qui est prêtée au bien-être des élèves, puisqu'on a envie qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est super. On les exploite, mais dans de bonnes conditions. Ils sont dociles, mais dans de bonnes conditions. Salut Olchevik. Je me suis tellement privée de soirée avec mes vieux potes pendant mes années de prépa, bah ouais. Salut Pedro from Clermont. Donc on s'assure qu'ils vont bien. De plus, l'institution articule à la... Elle articule... Attends, qui articule? On sait plus. Le début de la phrase, il est là. Attends, ça c'est une phrase. Hein. Super Muriel Darmon. De plus, elle articule à la gestion institutionnelle des personnes une exigence d'apprentissage et de la gestion de soi, comme l'intériorisation des réquisites institutionnels, mais aussi comme absolu du gouvernement de soi-même. Donc il faut que tu aies les codes de l'institution, que tu saches te comporter au milieu de cette institution. Qu'est-ce qu'on exploite de ces élèves? Bah leur cerveau, pour en faire des travailleurs dociles après quand ils rentreront dans des institutions prestigieuses. Salut Nyoho. En fait, les classes préparatoires, c'est pour conditionner les élèves à leur emploi derrière. Où ils sont considérés comme des gens qui vont faire partie de l'élite dans leur boulot. Que ce soit les ingénieurs ou, si on parle de Sciences Po, des gens qui vont après être journalistes ou politiques. Donc forcément, ils doivent exceller. Par rapport à la première composante du fonctionnement institutionnel et disciplinaire, à sa deuxième composante, protectrice, cette troisième dimension de l'action institutionnelle est plus directement productrice. On dirait en effet qu'elle maximalise la vie préparatoire des élèves. Vous avez envie d'être maximalisé? Elle l'intensifie en distribuant de façon nouvelle des plaisirs, des discours, des vérités et des pouvoirs. L'institution enveloppante exerce une forme de contrainte au spectre élargi et à l'emprise d'autant plus forte qu'elle est moins explicite ou brutale. Donc c'est une manière insidieuse de mettre les élèves au travail. Et ça peut être fait de manière positive. C'est ce qu'on va voir avec la maximalisation. Est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres établissements scolaires? Bah, non mais honnêtement, les classes préparatoires, c'est quand même bien spécifique. Hein. Ça ressemble pas à la fac. Hein. Après, j'en sais rien, faudrait lire des choses sur d'autres formations, mais en tout cas, la fac, ça ressemble pas du tout à ça. Salut l'autre belge. Salut à tous et toutes celles qui arrivent et que j'ai loupaille.
La manière sur laquelle travaille l'institution préparatoire n'est pas seulement le scolaire, mais aussi la vie et le bien-être des élèves. L'institution préparatoire rejoint alors, selon les termes de Didier Fassin et de Dominique Mémy, ces institutions qui, apparemment étrangères aux problèmes sanitaires, définissent, pensent, mesurent et régulent les conduites corporelles, les représentations et les usages de soi concernant sa propre existence, à la fois biologique et biographique. Donc pas besoin d'être médecin pour surveiller les élèves et leur conduite corporelle. Quel plaisir. Ouais, médecine, c'est vrai que c'est particulier, c'est vrai. C'est vrai que médecine, ça peut peut-être rentrer là-dedans. Je sais pas du tout, faudrait voir. Il y a sûrement des travaux qui étudient comment ça fonctionne, médecine. Il est significatif qu'une partie importante des réunions de rentrée soit consacrée aux bonnes manières de gérer sa vie. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, mais aussi la détente, les loisirs, la vie amicale ou sentimentale. La thématique des besoins biologiques ou sociaux tient ainsi de manière surprenante une place tout aussi importante que les consignes de discipline ou de travail. Moi, à la fac, par exemple, jamais de ma vie, on m'a posé des questions sur les loisirs que j'avais en dehors ou sur ma vie amoureuse. Hein. En mode, c'est important d'avoir des amis, faut que tu sortes, t'as des loisirs, machin. Mes parents se posaient ces questions-là, bien sûr, mais de la part des profs ou de l'institution scolaire, jamais. Ouais, médecine, ça a l'air d'être compliqué. Tu dois pas juste bien travailler, tu dois bien vivre ta vie privée. Bah, si tu vis bien ta vie privée, après, tu pourras bien travailler. Vous vous souvenez, on avait lu le travail... Oh, j'ai oublié son nom. J'ai envie de mourir. Oh. On a vu le travail sur le foot de Frédéric Razera. C'est revenu. Les gens qui sont footballeurs professionnels, c'est pareil. Les sportifs de haut niveau, globalement, c'est pareil. Toute ta vie privée est conditionnée par ton travail. Faut que tout soit dédié à ton travail. Parce que bah, ton corps, c'est ton outil de travail, déjà. Bon, comme plein de gens hein, qui font des travaux manuels, mais là, comme il y a une visée de performance, évidemment, encore plus. Et il y avait les coachs, vous vous souvenez, les coachs poussaient les footballeurs à être en couple parce que ça leur permettait de stabiliser leur vie, d'être en couple, d'avoir des enfants. Ça veut dire que le soir, quand ils sortent de l'entraînement, qu'ils ont fait leur journée de travail, ils vont aller avec leur famille, se reposer, être à l'intérieur de la maison, etc. Alors que les jeunes hommes célibataires, ils vont sortir en boîte, ils vont essayer de rencontrer des meufs, nanani, nanana, bref. Donc du coup, les coachs, ils surveillaient un peu la vie privée des footballeurs pour être sûrs qu'ils soient dans de bonnes conditions pour les matchs. Non, c'est horrible. Et c'était pas pareil, il y a les rediffs dispo sur la chaîne de rediffusion. Vous tapez foot sur ma chaîne de rediff, vous tombez dessus. L'analogie du sportif était régulièrement utilisée par mon prof de prépa. Ah ouais, explicitement. Putain, franchement, vous êtes des athlètes hein. Quel enfer. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec les classes préparatoires, mais j'ai du mal à comprendre les arguments du texte. Oh là là, mais tu sors de classe prépa toi, vu comment t'écris. On fera le point après l'avoir lu intégralement. Je ferai ma critique. Thèse, antithèse, synthèse. Attention, ça arrive fort. Muriel Darmon, juste pour le récap, hein, autant moi je parle mal des classes prépa, mais c'est mon avis. Muriel Darmon, qui est la sociologue qui a écrit cet ouvrage, n'est pas pour ou contre les classes préparatoires, elle explique juste comment ça fonctionne. Voilà. Mais elle est pas pour ou contre du tout, elle se positionne pas du tout là-dessus. Il y a que moi qui ai la haine dans cette histoire. Moi, c'était la métaphore du marathonien qui était utilisée par plusieurs profs. Ah oui, tenir sur la longue durée, ouais. Se préparer pour tenir, machin. Exégèse. Je sais même pas ce que ça veut dire. Thèse, antithèse, foutaise. Oui, elle sort de classe préparatoire elle-même, Muriel Darmon, ouais. Elle a fait Hippocagne, c'est ça? Dans une prestigieuse école parisienne. Voilà ce qui est dit lors des réunions de rentrée des prépas scientifiques par le proviseur. Vous musclez le cerveau, donc il faut être vigilant sur l'hygiène de vie, l'alimentaire. Il faut recharger le moteur, hein, et aussi le sommeil. C'est légitime en prépa de grignoter l'espace de repos et de sommeil par rapport à ce qui était fait au lycée. Mais point trop d'infos. Le bizutage est proscrit, mais d'autres formes de rituels de rentrée sont bienvenues, comme les soirées, les sorties. Soyez cependant vigilants par rapport aux excès. Les filles, par exemple, boivent des canettes ou sont fumeuses et s'acharnent aujourd'hui à réduire leur avance en termes d'espérance de vie. Il faut donc faire attention à votre hygiène de vie. Certains élèves reviennent parfois dans un état limite. Voilà. Les meufs qui boivent de plus en plus d'alcool et qui fument de plus en plus, du coup, petit récap, petit coup de pression.
Un jour, j'ai écrit un livre sur pourquoi Assas devrait être fermé pour des raisons sanitaires et de harcèlement moral des profs et des élèves. Quelle horreur. Le proviseur adjoint dit, sur l'aspect de santé, surtout détendez-vous. Vous avez 2 heures de sport par semaine normalement. Ça fait du bien de faire du sport. Vous n'allez pas vous mettre à la compète sportive. Mais il n'y a pas que la tête. Hein. Ne négligez pas ces 2 heures de sport. Pour certains concours d'ailleurs militaires, il y a des épreuves obligatoires de sport. La CPE qui dit, vous allez devoir avoir une gestion saine de votre emploi du temps et du travail. Vous n'êtes pas entré dans les ordres. C'est très déconseillé de tourner la page et d'arrêter totalement le sport ou la musique, d'arrêter de voir les copains du lycée ou d'arrêter d'aller au cinéma. C'est très déconseillé, car ce qui vous est conseillé, c'est de bien gérer votre vie et de vivre le plus normalement possible. Travaillez bien, dur, mais n'oubliez pas de vivre. C'est fou, ils sont obligés de faire des récaps de... En fait, si t'es à fond dans la classe prépa, t'oublies de vivre, quoi. C'est quand même atroce, hein. Ils savent que ça provoque ça. Et ils sont en mode allez, amuse-toi! Amuse-toi, ok? Détends-toi, t'es détendu? Rien n'est fait pour te détendre ici, alors détends-toi, détends-toi, détends-toi. Je sais pas si c'est commun, il y avait même une salle de sport dans ma prépa, comme ça ils nous gardaient encore plus longtemps chez eux. Si, ça arrive souvent, ça, classe prépa. Avec salle de sport, ouais. Injonction contradictoire un peu, ouais, c'est ça, ouais. Vie, mais trim, mais vie quand même. Ouais, non mais c'est horrible. Le proviseur, bien sûr, ne soyez pas trop zen non plus. Hein. Faut pas exagérer, on est quand même en prépa. Mais on veut que vous continuiez à vivre. D'ailleurs, certains vivent trop. Mais là, on l'est, hein. C'est que des injonctions contradictoires. Ne soyez pas trop zen. Mais exagérez pas, hein. Il y a beaucoup de travail. Mais il faut que vous continuiez à vivre. Hein. Non, mais certains vivent un peu trop. Tu sais, c'est vraiment chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Dis-le que t'es détendu, dis-le. Ce n'est pas le meilleur moment pour devenir amoureux follement. Bah, c'est vrai qu'on décide quand on tombe amoureux en général. Et pour ne plus penser qu'à ça. Je dis ça pour finir sur une note plus légère. Hein. Ce n'est pas le meilleur moment pour la passion. Et parfois, notre rôle, c'est d'aider les étudiants à en sortir. À rompre, tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? T'es proviseur. Non, mais... On est parfois obligé de vous en sortir parce que vous ne pensez plus qu'à ça pendant 3 mois. Et pendant ce temps, il y a le programme qui avance et les concours au bout. Non, mais... Oh, pas le temps de niquer. Pas le temps de niquer, il y a les cours, en fait. Réunion de rentrée des prépas économiques. Voilà ce que dit le proviseur. Il faut vous réserver des moments de respiration et de détente. Dans le domaine artistique, dans les activités physiques. Le sommeil, l'hygiène de vie sont des choses importantes. Les soirées font partie de la vie de la classe. D'accord. L'abus de produits alcoolisés peut apparaître comme sympathique. Et certains d'entre vous les vendront dans quelques années. Mais c'est néanmoins dangereux. Et je le dis d'autant plus pour les filles qui s'acharnent de nos jours à réduire leur avance en temps d'espérance de vie. Mais il dit ça à chaque fois! À chaque fois qu'il y a un discours de rentrée, il le fait aux prépas scientifiques, aux prépas économiques. Eh oh, les meufs là, on dirait que vous voulez crever aussi vite que les garçons. Calmez-vous, hein. Oh, quel relou. Le proviseur adjoint qui dit, vous aurez le choix du sport. Musculation, foot en salle, tai chi, handball, badminton, fitness, tennis de table. Moi aussi, je suis passée par là à la prépa et je vous conseille de prendre une demi-journée dans le week-end où vous ne travaillez pas. Une demi-journée dans le week-end? Oh, c'est banger. Alors ça, c'est la vie de rêve. Une demi-journée? Ah. Une demi-journée par semaine à rien faire, mais qu'est-ce que c'est exceptionnel, ça? Dans ma prépa, il y avait eu un féminicide. Entre 2 élèves du lycée. Quoi? Quel enfer. Bah, la tuerie au Québec. L'attentat féminicide... Enfin, un attentat où, en gros, c'est un féminicide. Le mec est rentré, il a buté une dizaine de femmes. C'était un ingénieur. C'était Polytechnique. C'était à Polytechnique. Polytechnique Québec. Ah, bon, je pense que les gens qui ont un esprit scientifique sont particulièrement dans un espace très masculiniste aussi. Hein. Le samedi après-midi, c'était off. Putain, mais, une demi-journée, c'est horrible. J'étais tellement crevée que le temps libre, je le passais à dormir. Ouais, ça, je comprends. Hein. Le proviseur. Quelques années après la prépa, on reçoit un faire-part de mariage. Ah oui, tiens, ils étaient ensemble.
Il faut savoir gérer le temps que vous passez dans ces relations parce que sinon vous pouvez vous retrouver plaqué à la fin de l'année et sans avoir réussi une école. Et là ça pleure, hein, ça pleure. Gérez votre temps, gérez vos relations. Vous avez à gérer votre vie dans sa globalité, c'est normal. Non mais alors, faut pas que tu mettes tout dans une relation parce que en plus la personne peut rompre avec toi. Et imagine si t'as tout donné dans la relation, t'auras non seulement pas d'école à la fin, mais en plus pas de meuf. Quelle horreur. S'illustre ici donc l'éthos de retenue identifié plus haut. L'institution se donne à voir comme soucieuse de la bonne vie de ses membres et de ne pas les voir détruits par la violence préparatoire. En fait, ils savent que leur institution est violente et c'est pour ça qu'ils disent non mais quand même, prenez soin de vous, faites d'autres choses et tout. C'est horrible, hein. Ils ont conscience que c'est quelque chose qui est complètement enveloppant et qui est difficile pour les élèves. Seul moment de détente le samedi après-midi, c'est après le DS du matin. Ah ouais... Mais le dimanche, vous travaillez aussi. Le dimanche, j'ai dit dimanche. Cela se traduit notamment par une double injonction permanente. Travaillez, mais vivez. Mais travaillez. Ou encore, détendez-vous, mais pas trop. C'est fou ça, la double injonction permanente. Faut travailler, mais vivre. Travaille, mais pas trop. Détends-toi, mais pas trop. Ça rappelle l'équilibrage subtil entre l'aspect total et l'aspect non totalitaire de l'institution. Les deux éléments les plus spécifiques ressortent de ces exemples. Tout d'abord, la manière dont la vie biologique et sociale elle-même est gérée par l'institution enveloppante à travers des appels aux élèves de s'en charger. Donc en gros, c'est les élèves qui doivent prendre en charge leur vie, mais c'est l'institution qui leur rappelle qu'ils doivent faire ça, quoi. Il ne s'agit pas de fabriquer des machines, mais bien des individus qui se gèrent eux-mêmes. C'est ça, ils doivent être autonomes. Ils ne respectent... Enfin... C'est pas comme les soldats, où en fait, effectivement, les soldats à l'armée ont fait des machines, quoi. Il n'y a pas d'autonomie. Ils doivent attendre de répondre aux ordres. Là, il faut que l'institution, elle leur permette d'être en totale autonomie. En leur appelant... Voilà, c'est ça. J'ai du mal... Aujourd'hui, je rajoute des lettres qui ne sont pas dans les mots. Désolée. Mais oui, on leur apprend l'auto-exploitation. C'est exactement ça, Clip, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. T'es un go muscu, Next Sharp. C'est pour ça. Mes cheveux m'embêtaient. C'est bon, je vais mieux. De plus, il faut noter l'ampleur du mandat institutionnel, de ce que l'institution considère comme son domaine d'intervention, et dans un premier temps, la façon dont il incorpore le bien-être physique et social de ses élèves. Ok. Après, il y a des définitions aussi psychologiques de ce bien-être. Donc ça, elle explique ça plus tard. L'extension de ce mandat de l'institution à tout le hors-travail met l'ensemble de la vie, et non seulement la vie scolaire, au service du travail. Donc toute ta vie est au service du travail. Les plaisirs sont ainsi conseillés dans des doses soigneusement mesurées pour rendre optimales les capacités de travail des élèves et pour permettre la poursuite de l'activité dans de bonnes conditions. En fait, c'est vrai que si toute ta vie est dédiée au travail, tu travailles mal et t'es épuisé. Donc en fait, il crée vraiment des cadres, des futurs cadres optimaux, quoi, qui dédient leur vie au travail. On retrouve ces injonctions chez les enseignants, par exemple lorsqu'ils fournissent un emploi du temps calculé au plus près des idiosyncrasies individuelles, et qui étend le mandat de l'institution préparatoire et de son domaine évident, le travail, à un tout autre latent, le hors-travail, toujours dans un but de maximiser la mise au travail de la population et de le mettre hors travail au service du travail. Non mais rendez-vous compte, là on vous dédie un temps où vous n'allez pas travailler, mais ça sera au service des moments où vous travaillez. Et tout est calculé. Aïe aïe aïe. Voilà ce que dit le professeur de maths en prépa scientifique. On fera peut-être une réunion avec mon collègue de physique jusqu'à leur faire un emploi du temps hors emploi du temps scolaire pour leur dire bon bah maintenant il faut s'organiser, hein, il y a énormément de travail. Et donc on essaye de leur apprendre à organiser la totalité de leur temps. À voir l'enseignement comme non pas ce qui se passe à l'école mais ce qu'on y vit. On leur explique bien qu'on peut pas faire leur emploi du temps à leur place, mais il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, donc c'est clair que ça intervient. On leur dit aussi les créneaux qu'ils doivent impérativement maintenir, du style il faut maintenir un créneau pour manger. Ça a l'air idiot mais il est nécessaire de leur dire. Le soir aussi, le matin et le midi, il faut maintenir un créneau pour dormir. C'est pareil, ça dépend des gens. Il y a des gens à 7 heures par nuit qui vont être tout à fait en forme. Il y a des gens qui doivent dormir 8 ou 9 heures. C'est sûr qu'ils ne vont pas être égaux.
L'égalité n'est qu'une vue de l'esprit, donc il faut vivre avec sa propre nécessité physique. C'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation des travailleurs, là. C'est littéralement ce que je me fais à moi-même. Parce que je suis en auto-entreprise, mais c'est impressionnant de le voir de manière institutionnelle et systématisée, quoi. C'est terrible, hein. Bah le truc c'est que la phrase, ça part en discussion sur la phrase un esprit sain dans un corps sain. Si, ça amène à des dérives fascistes, ça. On s'en fout de savoir si c'est fasciste à la base, quand ça a été créé ou pas. Mais en fait, c'est clairement lié à l'idéologie fasciste. C'est le principe d'avoir un corps qui est utile et considéré comme sain, avec tout le délire autour du... Enfin, tout le... Pas délire, pardon, du coup. Toute la construction autour du sanisme. Tapez sanisme sur Google et vous verrez. L'hygiène de vie pour être quelqu'un d'utile à la société, ça, c'est littéralement le fascisme. Donc peut-être que les fascismes n'ont pas inventé cette phrase « l'esprit sain dans un corps sain », mais ça ne change rien au fait que ça colle parfaitement à ce que promouvoient les fascistes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai demandé si vous étiez des go muscu, parce qu'effectivement, il y a un peu ça, mon corps est un temple, my body is a temple. Mon corps est un temple et tout ça, c'est vachement présent dans les gens qui font de la musculation et qui se mettent en scène en train de faire de la musculation. Et ça reprend grave l'esthétique, l'imaginaire, ça mobilise des imaginaires fascistes. C'est terrible. Le souci, c'est que ça a une conséquence des concours d'entrée aux grandes écoles. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner une chance aux élèves parce que les autres prépas le font. Tant qu'il y aura les concours, il y aura des gens pour optimiser la vie pour la réussite à ceci. Ah oui, non, mais les concours, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, tout ça, c'est lié au fait qu'il y ait des concours. L'optimisation du temps et tout ça. Oui, non, mais les concours, c'est horrible. Franchement, tu fais d'enfants, parce que c'est littéralement ça. Tu fais d'adolescents des bêtes à concours. C'est ça qu'on est en train de faire dans notre société et on trouve ça normal. Et on se dit, bon, ça forme l'élite, hein. C'est quand même horrible, hein. L'expression n'est pas un conseil de santé d'individu à un autre, en plus, mais c'est plutôt un mode de vie qu'on veut appliquer à tous. Oui. C'est une manière de concevoir la société, quoi. Et donc, ceux qui n'ont pas des corps sains ne mériteraient pas de vivre. Typiquement, là, quand tu vois... là, t'as l'impression que je fais un raccourci énorme en disant ça, mais quand tu vois les commentaires que se prennent les personnes en situation de handicap ou les personnes grosses, considérées comme grosses par la société, hein, parce que ça n'existe pas en soi, quoi, et ben tu vois que clairement... ça marche, quoi. Les gens perçoivent ça comme un échec de moralité. Pareil pour les gens n'ayant pas un esprit sain, oui, bien sûr. Bien sûr. La charge de travail est infinie parce qu'au concours, c'est que du hors-programme quasiment. Donc si tu veux te préparer à tout, il faut bosser. Ça, je trouve ça horrible, hein. Les concours qui sont que du hors-programme, mais du coup, c'est horrible. Société de merde. Je sais pas comment vous avez fait, hein. C'est ceux qui ont passé les concours. Ouais, vraiment, moi, c'est tout ce que je fuis, c'est horrible. Je pense que je serais morte de stress. Je serais décédée, je serais devenue une flaque de stress. Merci Greyamber pour les 2 mois de soutien. Fuck le validisme et la grossophobie. Salut à toi Greyamber, merci beaucoup pour le soutien. Non, franchement, moi je trouve ça atroce. Déjà, la fac, ça m'a pas mal... Enfin, j'étais pas tant sous stress, mais j'avais tout le temps des deadlines. La charge de travail, pour moi, elle a été énorme, notamment pendant ma licence. C'était vraiment horrible. Avec des profs qui nous disaient ah ben, vous êtes en L2 là. Est-ce que vous avez déjà fait des nuits blanches pour rendre vos travaux? Et donc, il y en a certains dans la classe qui ont dit non. Bon, bah là, c'est maintenant que ça va commencer. À partir de maintenant, vous allez, dans mon cours, vous retrouver à faire des nuits blanches pour réussir à rendre vos travaux à l'heure. Il y avait une salle dans ma fac qui était ouverte 24 heures sur 24 avec une imprimante. Donc, ils savaient très bien que ça existait. Limite, c'est banalisé si t'as une salle dans laquelle tu peux aller pour travailler. Et la prof nous a fait une liste de produits qui étaient légaux, qui permettent de pas t'endormir et de rester concentré, quoi. Que tu peux obtenir gratos en pharmacie. Enfin, pas gratos, mais que tu peux obtenir en pharmacie sans ordonnance. Et t'es là en mode, super. Donc là,
Il y avait plein de travaux qui circulaient, qui mesuraient comment est-ce que les élèves se dopaient pour continuer et réussir leurs études, mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai fait une seule fois une nuit blanche pour rendre un travail, sinon je faisais bien attention à bien dormir. Moi, mon objectif, c'était de réussir à préparer mes cours le plus rapidement possible pour le reste du temps n'avoir à rien foutre. Ça a bien marché, heureusement. Mais j'ai mis du temps. Hein. La première année, ça a été très difficile. Après, j'avais beaucoup de travail, mais je gérais mieux mon travail. Parce qu'au début, je savais pas comment faire. Hein. J'ai mis 1 an à apprendre comment faire et avoir des techniques de travail qui font que j'ai le temps de me reposer. Et du coup, c'est marrant parce que... Enfin, c'est pas marrant, mais quand il y a plein de gens qui me disent « Je sais pas comment tu fais pour faire autant de choses aujourd'hui », c'est clairement des choses que j'ai acquises à cause de la surcharge de travail qui était à la fac, quoi. Qui était impressionnante. Le but des concours, c'est quand même de demander des choses impossibles pour classer les élèves par rapport à celui qui allait le plus loin. Si tu mets des sujets trop simples, tu te retrouves avec plusieurs meilleurs et tu peux plus classer. Ouais. Je vois la logique. C'est gentil, Lubidou. Des bisous, merci beaucoup pour ton message. Je sais pas exactement quelle était la pensée des profs quand ils nous disaient des trucs comme ça. Heureusement, c'était pas le cas de tous les profs. Heureusement, j'ai une formation quand même qui était à gauche, avec des gens qui avaient conscience de tout ça et avec des cours qui étaient plus adaptés que d'autres. Mais ça reste que c'était beaucoup de travail quand même. Bon courage Wood Sniper pour ton mémoire. Bon courage. Quel enfer. Salut Rage de Léa. Ah, y a pas de souci Dragono. Vous avez le droit de venir et de participer au chat et au stream et de regarder. Même si vous êtes pas sub, y a aucun problème. J'imagine l'horreur sinon. Ouais, non, la fac... Franchement, il y a des moments où c'est très difficile aussi, ouais. Ça dépend vraiment de où tu es, je pense, et de la formation, du cursus, quoi. Ok. Donc, on a dit, les profs font des conseils sur la vie de tous les jours, quoi. C'est ici l'extension du pouvoir institutionnel qui fait sa force enveloppante. Son mandat, loin de se réduire au scolaire, investit de part en part la vie des populations sur lesquelles il s'exerce et travaille à mettre dans sa totalité au service de la vie scolaire. Donc tout est lié, tout est fait pour que les gens puissent travailler de manière efficace. Putain, mes cheveux, ils arrivent pas à sécher, là. Je vais avoir une coiffure demain, là, ça va être exceptionnel. J'ai acheté mon petit serre-tête pour faire Marie-Caroline, mais alors demain, ça va être incroyable, hein, ce JDR, là. Le JDR politique. Salut Xavier! Ça va être terrible, hein. Ça va être terrible. Hein. Dans ma fac, j'étais en info, je bossais seulement les matières que j'aimais. Du coup, je bossais jamais, j'allais pas trop en cours. Oh, mais quoi? La chance, hein. Bon courage, Canon Dreamy. Oh là là. T'as un rythme adapté, bah c'est mieux quand même. C'est quoi comme JDR? Demain, Fibre Tigre... Ben, inscrite, malgré moi, à un JDR politique. Voilà, normalement ça se passe à la Sorbonne, mais la Sorbonne est actuellement bloquée, donc je crois qu'ils sont en train d'essayer de trouver un autre lieu de tournage. Voilà. JDR politique, vous avez peut-être vu sur la chaîne de Fibre Tigre l'entre-deux tours à l'époque. Voilà. Salut Akat Sukilina. Ah, t'as fait le concours d'entrée de Sciences Po, mais c'est très dur, hein, c'est l'enfer, hein, c'est horrible. Ça m'a dégoûté des concours, ça m'a fait renoncer à Sciences Po complètement. Je suis contente de savoir que je ne suis pas la seule à être traumatisée de ça. Sache qu'il y a des filières de sciences politiques à la fac publique, si jamais tu n'as pas envie de repasser par l'horreur des concours. Peut-être qu'il n'y aura pas de public demain si la Sorbonne est toujours bloquée. Mais dans ce cas-là, je sais pas s'ils ont trouvé encore une solution. Ils m'ont dit qu'ils réfléchissaient à une solution. Et sinon, bah, j'irai à la Sorbonne bloquée, quoi. Voilà, ça me fera ma petite sortie. Petite sortie de gauchiste, là. JDR Black Bloc, devant les barricades. Donc, bref... Les profs te font des conseils et des emplois du temps pour optimiser ta vie. Donc, par contre, s'il vous plaît, si vous tombez amoureux, il faut que votre relation amoureuse ne soit pas trop passionnée.
Sinon, vous allez complètement oublier de travailler. Ça, c'est interdit. Hein. Salut Chevec! Merci beaucoup pour le sub, merci. Merci beaucoup. Société de merde! Donc ça, c'est l'alimentation. On vérifie que vous faites vos 3 repas par jour, on vérifie que vous dormez 8 heures, et on vérifie que vous n'avez pas une relation amoureuse destructrice pour vous, sinon on vous aide à rompre. Voilà. C'est également la vie psychique qui est constituée en domaine d'intervention de l'institution et en levier de mise en travail. La psychologie des élèves, ou en direction des élèves, y prend 3 figures. D'abord, il y a outils de réconfort et de soutien. Il y a le rôle professionnel des enseignants inclus dans le fait d'encourager les élèves, de les soutenir, de ne pas les décourager et encore moins de les traumatiser. De même, il implique d'être toujours en alerte pour pouvoir jouer finement sur les baisses de morale des élèves, ajuster la pression et empêcher que les élèves ne craquent. Faut que tu mettes la pression sur tes élèves pour qu'ils travaillent beaucoup, mais pas trop parce que sinon ils craquent et ils sont traumatisés. Donc vous voyez, il faut violent mais pas trop. Violent mais dans la retenue. Veuillez à contractualiser vos relations intimes et amicales et à que tout soit validé par la direction de l'établissement. Aïe aïe aïe. Voilà ce que dit le prof de culture générale en prépa économique. J'ai croisé l'autre jour un élève et je lui ai dit « Faut pas que vous craquiez en ce moment. Hein. On sent qu'il craque en fait. Faut pas que vous craquiez. Vous rentrez chez vous dans 1 mois, tenez bon. » Bon, c'est tout. Il m'a dit merci quand je l'ai quitté. Il a compris ce que je voulais dire. On essaie de les aider à gérer la chose. Pas tous les professeurs, mais je pense que la plupart. Si vous faites référence au concours, à ce moment-là, vous l'achevez. Si vous lui dites « Bon, là, on se prépare sur 2 ans », ça change tout. Donc vraiment, on fait un gros travail. Oui, en mode c'est un marathon, on se prépare sur 2 ans, ne pense pas au concours, tranquille. Tranquille. Là, il y a une élève qui s'appelle Marie en prépa scientifique qui dit « Ce jour-là, le prof m'a mis 15 alors que ça méritait vraiment pas ça. Je suis sûre que c'était pour pas me décourager. Ils savent à qui donner une mauvaise note ou un coup de pied aux fesses et à qui donner une bonne note. Ils savent. Ils nous regardent en devoir surveiller pour voir si on est concentré jusqu'au bout, si on se bat avec le sujet, si on est fatigué, si on est découragé. Ça, je vous ai dit, ça fait grave partie des pratiques. Personne n'a craqué. Je ne contracte pas, d'ailleurs. Ne craque pas. Ne craque pas. Le mental des élèves est également construit comme un capital, évalué et contrôlé. Si la classe préparatoire exige une combinaison de docilité et de compétences, dont la recherche est perceptible dans le processus de sélection, oui, on a vu comment les élèves étaient sélectionnés. Il faut que tu sois à la fois docile et à la fois compétent. L'observation des conseils de classe livre un 3e domaine d'exigence. Les élèves sont censés disposer d'un capital relationnel et psychologique. Comment ça, un capital relationnel? Faut pas qu'ils soient isolés, quoi. Et psychologique qui soit capable de tenir la pression. Les élèves sont censés disposer de ce capital relationnel et psychologique suffisant pour affronter la vie préparatoire. Sinon, ils vont craquer, ils vont pas tenir. 15 en prépa, pas possible. Bah, t'as eu de la chance de pas... T'as pas eu de chance, t'as pas eu 15, quoi. Mais si. Ça arrive, hein. Ça arrive, mais pas pour toi, Lingonas. C'est où cette classe prépa ? Une grande classe préparatoire de province. On parle de prépa scientifique et économique. Mais vraiment, c'est beaucoup plus représentatif qu'on ne l'imagine. Muriel Darmon, elle a pas voulu faire ça dans une classe prépa parisienne pour pas avoir ce cliché des classes prépa parisiennes, ultra élitistes et tout ça. Elle a pas voulu faire ça dans une petite classe prépa de province parce que les gens, ils sont en mode, c'est une ambiance familiale, machin. C'est un peu les deux clichés. Donc elle est pile poil dans l'entre-deux de grandes classes prépa de province. Mais on sait pas laquelle, c'est anonyme. Mais ouais, non, c'est intense, hein. C'est intense. 4e année en plein craquage actuellement. Force à toi, Joe le ventilo. Aïe, aïe, aïe. Les profs s'en foutaient complètement de votre vie privée et de votre mental. Mais du coup, ils vous mettaient plus de coups de pression encore. Là, on a l'impression qu'ils ont des scrupules quand même. On sait dans quelle ville? Bah non, sinon c'est plus anonyme si tu sais la ville. De manière cohérente avec les constructions différenciées de la définition de la personne selon le genre, ce lexique psychologique a été dans quasiment tous les cas mobilisé au sujet d'élèves filles. Ah! Donc il parle pas pareil des femmes que des hommes. On a évoqué un exemple ci-dessous, celui d'une élève dont il fallait établir si elle était ou non souriante. Ah oui, c'est vrai. Elle a perdu son sourire, elle est pas souriante, ça va pas, elle est pas souriante. Cette obsession pour les femmes d'être souriantes,
C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Moi, ça y est, j'ai appris à sourire, là. C'est beaucoup mieux qu'avant, hein, parce que j'étais niveau 0. Hein. Oh la vache. Mon premier emploi, vraiment... Enfin, mes premiers emplois, je me faisais bolosser par mes employeurs parce que j'étais pas assez souriante. Après, j'ai été caissière aussi, donc forcément, ça aide pas. Et j'étais à l'accueil, donc au contact du public. Mais moi, quand je suis concentrée, je fais peut-être un peu peur aussi. Mais j'ai dû apprendre à sourire, quoi. C'est terrible. Hein. Donc il y avait cette idée que cette élève, elle devait être plus souriante. Hein. Exemple que l'on peut maintenant détailler. Certes, la motivation de cette interrogation renvoie à l'intérêt de l'élève, à la nécessité de ne pas laisser un mal-être trop profond. Mais elle livre aussi une dimension de la définition du bon élève de prépa, comme détenant un capital psychologique. Conçu ici comme une capacité de résistance à la dureté institutionnelle. C'est ça. Il faut que tu sois capable de tanker la violence de l'institution. Et donc, à l'inverse, il y a le mauvais élève qui est sans défense face à la violence de l'institution. Voilà ce qui est dit par le prof de chimie pendant le pré-conseil de novembre de la prépa scientifique. Sinon, il y a le cas d'Aude qui est problématique. Je l'ai eu en colle et elle n'avait visiblement rien compris. Hein. Le prof de physique. En physique, elle a eu la dernière note au premier devoir sur table. Devoir surveiller. Je me pose des questions sur sa capacité à encaisser une telle situation. Est-ce qu'elle a les ressources pour arriver à surmonter de hanter les dernières places du classement pendant toute l'année? Dans ce cas, il y a aussi Manon, elle est très repliée sur elle-même, elle ne sourit jamais. J'ai peur qu'elle ne soit en souffrance. Le délégué dit, il n'y a pas qu'en cours qu'elle ne sourit pas, sinon le reste du... Il n'y a qu'en cours qu'elle ne sourit pas, sinon le reste du temps elle sourit. Bah oui, elle est déprimée par les cours. Hein. Prof de physique. Ah bon? Moi j'ai pas l'impression qu'elle s'amuse beaucoup. Hein. Je lui ai parlé à la fin d'un cours, il y avait de grosses larmes qui perlaient à ses yeux. Le prof de maths dit, un colleur m'a dit elle est très très fragile. Le prof de physique qui continue, ouais c'est ce que m'a dit aussi un autre colleur qui lui avait même dit, essayez de sourire, sinon autant aller se faire pendre. Quoi? Mais quel connard hein? Attends quoi? Il lui a dit à Aude qui ne sourit pas, essayez de sourire, sinon autant aller se faire pendre. Non mais ça va pas. Et donc c'est le mec qui l'évalue toutes les semaines là? Un colleur hein. Ça donne envie de lui en coller une, hein. Véritablement. Et est-ce qu'au pause, elle sort avec les autres? Des fois, elle reste dans la classe. Le délégué dit, on va pas l'obliger non plus à sortir, elle est pas forcée de sortir, non? Non, mais ma question c'est, est-ce qu'elle n'est pas trop isolée? C'est tout. Ouais, c'est ça. Les différentes formes de compassion et d'intérêt... Voilà, compassion, paye ta compassion. Les différentes formes de compassion et d'intérêt pour le bien-être psychologique des élèves, on le voit dans cet exemple. Ça joue également comme un faisceau d'exigences qui s'additionnent aux exigences de travail et de comportement. C'est vrai que c'est une exigence en plus, quoi. On t'exige d'être solide psychologiquement, tout comme on exige que tu sois bon aux oraux, que tu sois bon à l'écrit, que tu travailles bien. En plus du reste, il s'agit de tenir la prépa avec le sourire et de manifester également le capital psychologique nécessaire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire physiologique. Psychologique. Après, des fois, c'est des mécanismes un peu... En dehors des classes prépa, il peut y avoir un peu ça aussi. Là, je sais qu'avec mon équipe de roller derby, je suis pas mal déprimée parce que je travaille trop en ce moment et que du coup, j'arrive plus à tenir les entraînements. Et je vois bien que l'équipe... Ça les impacte en mode, elles se disent oula, Maudie, elle est en train de décrocher quoi. Enfin, je sens qu'elle voit que je suis peut-être en train d'abandonner. Du coup, elles essayent de me remonter le moral, forcément, ça marche pas trop. Et là, le dernier entraînement, donc c'était hier, avant notre championnat, je me suis dit, faut que je vienne avec le sourire pour leur montrer que c'est bon quoi. Tout va bien, j'ai pas abandonné, je vais tout donner pour le championnat et tout. C'est vrai que des fois, je me dis, effectivement, quand tu souris pas, que tu t'isoles, que t'es plus renfermé, moi, en l'occurrence, c'est parce que j'étais épuisée. Elle, peut-être que c'est le cas, hein, c'est parce qu'elle est épuisée par le rythme de travail de la classe prépa. Ça envoie une mauvaise image et du coup, ça cristallise des rapports un peu bizarres, quoi. Bon, moi, mes coéquipières s'inquiètent vraiment. Les profs, je pense que ils s'inquiètent parce que c'est leur boulot de s'inquiéter, mais osef, quoi. Ouais, il y a aussi des prépas qui font craquer les élèves les plus mauvais pour préserver leur stade de réussite au concours. Ouais. Donc je pense que c'est un peu plus cynique de la part des profs, alors que mes coéquipières... elles, juste... Bon, effectivement, elles ont besoin que je sois là pour l'instant, parce qu'il n'y a personne pour me remplacer pour l'instant. Mais on va former quelqu'un au cas où. Et puis parce qu'on a besoin de plus de gens aussi, au cas où il y a des blessures et tout ça. Mais bon, donc voilà, donc il y a un besoin collectif, mais ça reste un loisir, tu vois, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu si ce n'est ce que nous, on met comme investissement.
Donc ils s'inquiètent pas de la même chose ni de la même manière, mais en tout cas je vois ce truc de ne pas sourire qui inquiète les autres. Ou être un peu à la masse parfois. J'arrive pas à mettre mon collier, je voulais mettre mon collier, j'arrive pas à mettre mon collier. Ah mais Marie-Caroline elle peut pas porter un collier en côte de maille. Hein. Ça fait pas Marie-Caroline ça. C'est pas grave, je me changerai en arrivant à la Sorbonne. Parce que je vais pas assumer de m'habiller en Marie-Caroline H24 là. Enfin pendant 24 heures. L'exigence, c'est l'argument de vente des prépas, j'y suis allée pour ça en partie. Oui, tout comme il y a des gens qui vont à l'armée pour ça. Pour la discipline. Hein. Ça m'étonne pas qu'il y ait certaines personnes qui soient attirées par ça. Hein. Ah, je me sens mieux avec mon collier là, j'ai l'impression que c'est ma petite armure. Les colliers en côte de maille. Littéralement. Bon, en tout cas, on peut parler dans certains cas d'une volonté de maximalisation de la personnalité des élèves. On façonne aussi votre personnalité. Dans ce cas, l'institution travaille directement sur l'expression et les manifestations de la personne des élèves et en fait une discipline, une matière scolaire. C'est un truc à travailler en plus, quoi, ta personnalité. Marie-Caroline, elle porte un collier en perles. Oui, mais j'en ai pas. Non, c'est juste, c'est des côtes de mailles. C'est plein de petites mailles. Les prépas, c'est pour avoir le plus d'individus qui vont réussir les concours les plus prestigieux. Du coup, la compassion, c'est surtout pour assurer l'investissement. Oui, c'est ça. Il y a une partie sur le coût des élèves qui explique ça. Bon, nous on a retenu l'idée, on n'a pas lu la partie parce que sinon, on est sur ce bouquin pendant encore un an. Si vous avez envie de creuser tout ça, n'hésitez pas encore une fois à récupérer le bouquin. Il est dispo en librairie, il est dispo aussi en bibliothèque, dans la plupart des bibliothèques. Sinon, vous pouvez le demander en bibliothèque. Ok. Si l'institution totale peut ne demander aux élèves que leur travail, ces institutions requièrent d'eux de se trouver, de travailler sur eux-mêmes, d'aller chercher en eux des choses qu'ils ne sont pas encore allés chercher. Ça, c'est mis entre guillemets parce que c'est des citations des profs. C'est quand même fou, ça. D'aller chercher en eux des choses qu'ils ne sont pas encore allés chercher. Ça fait vraiment discours sportif, ça. Je trouve. Hein. C'est des discours de performance sportive, ça aussi. Hein. Dans les deux cas, l'institution affiche explicitement un projet de création d'un homme nouveau. Ouais, c'est ça. Hein. Avec des différences notables dans le type d'homme concerné et construit par ce processus de fabrication. Ouais. C'est horrible. Hein. La prépa, c'est comme les JO, mais de ouf. Enfin, comme le processus avant d'arriver aux JO, quoi. Mais oui, oui. Ouais. Alors attendez, je regarde, là c'est les trucs un peu complexes avec Foucault, et voilà. Et après le chapitre il est terminé, nickel. Hein. Donc alors, maintenant, hop, je vous montre hein, comment est-ce que je farfouille dans un texte. Alors attendez, là il faut que je retourne à classe préparatoire, voilà. Désolé, ça flash en blanc parce que normalement le site est en blanc. Intro, il faut qu'on aille à la fin, donc attendez, plan, hop. Vous avez vu, c'est trop bien foutu, hein. Il y a le plan de chaque chapitre. Il y a le plan du bouquin au global, le plan de chaque chapitre. Hop. Ça clignote malheureusement. Et alors là, il faut qu'on regarde juste... Voilà. Là, il y a dans l'introduction, il y a le découpage de ce qui se passe dans chaque chapitre, à la fin de l'introduction. C'est ce que font la plupart des chercheurs. C'est l'idée, c'est de dire, voilà, dans notre livre, on va revenir sur ça, 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 ça. Voilà mon hypothèse, voilà ce qu'on va découvrir et tout. Donc là, c'est comme ça que je choisis mon deuxième chapitre. Ok. Ah oui, la vie clandestine. Bah oui, on peut faire ça. Voir comment les élèves résistent à tout ça. C'est quoi la suite? Ah, le rapport au temps. Il faudra qu'on fasse ça aussi, le rapport au temps. Ça, c'est pour la préparation au concours. S'adapter et anticiper les exigences des concours. Ça, je pense qu'on le fera pas. Parce que c'est vraiment spécifique au concours. Ouais, c'est ça. Et après, l'idée, c'est que tu réussisses... Alors, quand tu sors de prépa, il faut que tu arrives à faire scientifique, à faire ingénieur, à faire commercial, à faire manager. En gros, tu apprends des manières d'être et de faire qui font que quand tu sors de ça, t'es un cadre. Voilà. Ça, pareil, je pense qu'on le fera pas parce que sinon, on passe 6 mois sur ce bouquin. Mais on verra. Mais dans tous les cas, chapitre 2 et 3. Allez hop, c'est parti.
Let's go! J'aurais pu cliquer tout en haut au lieu de scroller. Mais il faut me comprendre, mon bouton de scroll ne fonctionne plus sur mon autre souris. Du coup, là, c'est un petit plaisir personnel. Ah, voilà. Chapitre 2. Hop. Ah oui, première partie, le fonctionnement du dispositif. Deuxième partie, la fabrication des dispositions. Putain, c'est logique. Hein. Comment fonctionne l'institution? Et après, comment est-ce qu'elle transforme les élèves? Ouais. C'est bien... Il est bien fait, son bouquin, c'est assez clair. Alors, comment est-ce que les élèves survivent à toute cette violence et à toute cette... ces injonctions qui sont, on l'a vu, des injonctions contradictoires? Est-ce qu'ils mettent leur vie entre parenthèses pendant les classes prépa? Une expression revient souvent dans les représentations profanes des classes préparatoires, donc des gens qui n'y sont pas allés et qui ne connaissent pas, qui soulignent qu'entrer en prépa, c'est mettre sa vie entre parenthèses pour les 2 voire 3 années qui durent la fréquentation de cette institution. Elle constitue dans le discours des élèves l'un des topoi, ça veut dire quoi topoi, à la fois les plus récurrents et les moins critiqués. Quand elle n'apparaissait pas spontanément, je l'ai souvent introduite pour susciter des positionnements à son égard. Donc en gros, quand elle posait des questions aux élèves, elle disait, voilà, est-ce que vous mettez votre vie entre parenthèses? On est encore sur l'acte prépa, ouais, je prends du temps à lire. Topoi, toboy, topoi, non c'est un P. Prépa maquée, prépa ratée. Aïe aïe aïe. J'ai pu récolter des définitions pratiques et en situation de la vie et de la prépa, autrement que par des questions directes. Qu'est-ce que la prépa ou la vie en prépa selon vous? Dont on sait qu'elle livre autant toutes des catégories par lesquelles l'enquêté perçoit l'enquête et son anticipation des attentes du chercheur. C'est vrai que quand tu poses des questions trop directes aux personnes que tu enquêtes, les gens que tu enquêtes ont tendance à se dire quelle est la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on attend de moi comme réponse? Encore plus avec des gens qui sont des bons élèves en plus, voilà, et qui ont l'habitude d'être évalués. Du coup, il faut réussir à les faire réagir à des trucs, tu montes des photos, tu montes des phrases, tu leur dis bah tiens, tu penses quoi de ça? Et là, ils pensent un peu moins à cette bonne réponse. Des lieux, d'accord. D'accord. Les positionnements par lesquels cette expression ne sont pas seulement des discours ou des opinions. Ça prend sens dans de véritables luttes de classement. Plus précisément ici, des définitions pratiques et symboliques concurrentes de la vie. Si la prépa met la vie entre parenthèses, c'est que la vie est alors définie par tout ce qui est hors prépa ou hors travail scolaire. Là où les critiques de l'expression requalifient en quelque sorte l'existence préparatoire comme une vie qui vaut d'être vécue pour elle-même. Ouais, quand c'est toute ta vie mais que ça vaut le coup, je sais pas, hein, c'est quand même beaucoup de sacrifices quoi. Quand les élèves reprennent l'expression ou qu'elle leur paraît validée, ils s'opposent frontalement, si ce n'est consciemment, à la définition de la vie portée par l'institution. Ah! Donc ils ont une définition de la vie qui est différente de celle qu'ils leur est imposée par la prépa, c'est marrant. Les positionnements des élèves livrent au contraire une vision relativement cohérente et partagée d'une vie dissoute dans le fonctionnement officiel de l'institution. Voilà ce que dit... on sait pas. Marie, lors de son 3e entretien et à la fin de sa 2e année de prépa scientifique. Ok, donc là c'est la chercheuse qui dit... Ah non, Caroline, pardon. Caroline en prépa scientifique dit... En fait, la prépa, c'est... On met un peu notre vie entre parenthèses pendant 2 ans. La prépa, ça porte bien son nom. Hein. C'est pour préparer un truc. C'est pas fait pour s'épanouir, la prépa. C'est vrai que c'est vite, mais trop boulot dodo. C'est vraiment, tu te lèves, tu vas en cours toute la journée, tu rentres, tu travailles, tu te couches. C'est vraiment beaucoup ça, quand même. Marie, qui est en fin de 2e année, dit... Moi, je pense qu'on aura quand même à peu près vécu le pire, quoi. Je vois pas comment une vie peut être plus inhumaine que celle-là. Je parle d'inhumaine vraiment au sens où on n'a pas nos besoins, nos apports vitaux en culture, en détente. Oui, en détente, c'est vraiment, on est un cerveau, quoi. Bon, après, il y en a à qui ça plaît, hein. À qui ils passeraient leur vie en prépa, mais bon, moi, ça me contente pas, voilà. La vie, elle commence après, c'est ça? Ah oui, j'espère. Et du coup, ça veut dire qu'il y a jamais de moment où quand même vous avez l'impression de vivre en prépa? Non. C'est pas une vie, comme on dit. Ah non, 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 pas cette année. L'année dernière, je vous aurais pas dit ça, mais pas cette année. La vie, elle leur définit parce que la prépa interdit, notamment les sorties, les amis, les loisirs, la famille. Elle est fondamentalement soustraite à l'institution et n'en procède jamais. La comparaison, implicite ou explicite, se fait alors avec des étudiants de l'université, et avec une figure plus festive et plus jeune de la vie étudiante. Bah oui, quand tu vois la vie étudiante à côté. Hein. La chercheuse demande, est-ce que vous avez eu l'impression de mettre votre vie entre parenthèses, comme on dit parfois pour la prépa? Louise dit, en fait, donc qui est en prépa scientifique. En fait, oui, sur un certain point, par exemple, revoir mes amis du lycée. C'est vrai que je mets un peu ma vie entre parenthèses pour ça, et puis on va pas aux soirées étudiantes. On n'est pas des vrais étudiants. On va pas boire un verre tous les soirs parce qu'il y a une colle à réviser ou un truc à faire. Plus rarement, cependant, des critiques de l'expression explicite ou implicite se font jour. La plus forte et la plus discrète peut être qualifiée d'ultra-scolastique,
C'est celle qui identifie totalement la vie et l'école. Et qui, de ce fait, situe la vraie vie en classe prépa. Donc il y a des gens qui sont tellement dans la croyance que la classe prépa, c'est le truc ultime, que leur vie, c'est la classe prépa. Donc ils séparent pas les deux, quoi. Voilà ce que dit Morgane en prépa scientifique. Par rapport à une expression qui se dit des élèves de prépa, est-ce que vous avez l'impression d'avoir mis votre vie entre parenthèses? Ah non, non, non. Parce que c'est ce que j'aime faire, donc non. Je comprends très bien que ça peut être ça pour quelques-uns. Il y en a un dans la classe, on discutait la dernière fois, il me disait « Des fois, je ne supporte plus parce que je ne peux pas sortir le soir. Des amis m'ont invité le samedi, je ne peux pas y aller. Je sors généralement, moi, pendant les vacances, donc ça ne me dérange pas tant que ça. Et ce que j'aime faire, c'est les maths. La musique, j'aime bien aussi, mais j'ai le temps d'en faire, les week-ends de temps en temps. Donc pour moi, je mets pas ma vie entre parenthèses. » Ah ouais... Ah mais Morgane, Morgane lors de son premier entretien. Dans son deuxième entretien, Morgane dit, elle est lobotomisée Morgane. Moi j'aime bien l'école, je veux faire ma vie là-dedans. J'aime bien. Je sais que je serai contente de finir, mais à la rentrée je serai contente de revenir. La prépa c'est une autre manière de vivre, mais c'est vivre aussi. Ça m'a pas gâché l'existence, je n'ai pas l'impression d'avoir mis entre parenthèses. Bah oui parce que toute sa vie c'est ça. Comme toute sa vie c'est ça, tu sais c'est comme les gens qui bossent H24 mais leur vie c'est ça, donc ils se rendent pas compte quoi. Leur boulot c'est leur vie. Il y a plein de gens comme ça en vrai. Enfin, plein de gens. Il y a des gens comme ça en vrai. Perso, j'estime que mes 2 années en prépa, c'était aussi une parenthèse où je n'ai rien vécu à côté. Rida Rhapsody. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça. Hein. La prépa, c'était la pire partie, pire que l'école d'ingé, pire que la thèse, pire que le taf. Ah. Et tu vis ça à 18 ans, quoi. Je sais pas si c'est plein. J'ai pas d'idée, en fait, de combien de gens fonctionnent comme ça. Il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça aussi. Il y a un certain renforcement positif, tu bosses, tu as des bonnes notes. Ah, pas pour tout le monde, ça, je pense, mais ouais. Il y a aussi un truc que je comprends, passer autant de temps dans le système scolaire, tu te demandes si ça serait pas mieux de rester dedans. Oui, je comprends ça aussi. Ouais, ouais. La prépa m'a un peu tuée socialement, autant pendant que après. Ouais, j'imagine. Ouais, j'imagine que c'est dur après de recréer des liens et de ressavoir comment faire, ou voilà. En prépa, tu bosses, ta meilleure note c'est 11. Ouais, moi c'est plus l'image que j'ai. Bon. Renforcement positif, ça c'est plus pour les chiens quand tu les éduques, quoi. Je suis pas sûre qu'ils fassent ça vraiment en classe prépa, quoi. Ce n'est évidemment pas un hasard si cette posture, très rare dans le corpus, émane d'une fille de cadre et d'institutrice qui souhaite devenir professeur et qui vise les concours de l'ENS. Et non ceux des écoles d'ingénieurs. Ah oui, d'accord. C'est une fille de prof, déjà. Elle veut faire l'ENS, donc elle est à fond dans l'école. Alors que ceux qui sortent d'école d'ingénieurs, enfin qui veulent faire les concours pour être en école d'ingénieur, ils sont un peu plus critiques, quoi. Ok. Les élèves de milieux populaires en mobilité sociale sont souvent les premiers de leur famille à faire des études supérieures. Ils vont davantage insister sur le luxe que représente la vie préparatoire par rapport à d'autres situations, notamment l'entrée précoce dans le monde du travail ou les responsabilités d'adulte. Oui, c'est ce que je disais. Moi, j'avais l'impression... j'ai pas fait de classe préparatoire, encore une fois, disclaimer, mais j'ai l'impression quand j'ai fait mes années à la fac que je volais du temps que normalement j'aurais dû passer au travail déjà. Du coup, je comprends tout à fait. De se dire, waouh, ok c'est difficile mais grand luxe. Voilà ce que dit Marie en prépa scientifique avec un père et une mère employés. On est vraiment différent de beaucoup de gens qui galèrent ou qui font leurs études en dilettante ou qui essaient de se trouver un emploi. On n'est pas trop dans la vie de monsieur tout le monde. Je veux pas oublier que c'est pas pour tout le monde pareil et qu'on est très chanceux. Nous on n'a pas besoin de gagner notre vie comme eux, mes parents, ou comme avant. On se rend compte quand même un peu de la chance qu'on a. Enfin, la posture critique, semble-t-il la plus dominante adoptée par les élèves aux origines sociales les plus élevées du corpus, consiste à reconnaître l'exigence préparatoire de mise entre parenthèses de la vie, tout en affirmant la possibilité et la capacité à agir sur ces parenthèses et à gérer leur porosité. Donc il y a une critique des gens de classe populaire, il y en a très peu, qui sont en mode « Ok, c'est dur, mais en même temps, on a de la chance d'être là. Donc oui, on met notre vie entre parenthèses, mais on a de la chance, finalement. » Et après, là, on a les grands bourgeois. Eux, ils viennent nous dire quoi? C'est qui? C'est Thomas. Son père est cadre supérieur.
Sa mère est sans profession mais détentrice d'une licence. Oui, c'est mère au foyer, quoi. Thomas dit... Et puis pour chacun, en prépa, c'est pareil. On espère toujours trouver un petit moment pour faire ce qu'on aime faire. Je veux dire, j'ai pas l'intention de laisser tomber la musique. Du coup, ça me fait une petite dose de saxophone quand même, ça me plaît. Bon, je me dis que c'est dans 2 ans, comme tout le monde. Un peu de sacrifice, où la vie est un peu mise entre parenthèses, mais c'est pas non plus totalement, c'est ça? Non, voilà, pas totalement non plus, hein. Je laisse les parenthèses un peu ouvertes. Non, ça va. Thomas, grand bourgeois. Non, ça va, je pensais qu'il allait dire des dingueries, il a pas dit dingueries. Il a dit... tu mets entre parenthèses, mais ça va, quoi. C'est pas pour longtemps, tranquille. Ces prises de position et définitions pratiques de la vie préparatoire disent cependant peu de choses sur les arrangements quotidiens avec la vie institutionnelle et les sacrifices qu'elle exige. Mais oui, ils doivent sacrifier leur vie. On veut voir les sacrifices, là. Ah, la vie souterraine. Ça y est, on va voir, là. Ok, donc là, elle fait tout le travail de définition. Donc, il y a une vie clandestine, underlife, qui n'est pas autorisée par l'institution, qui essaye de faire les gens en classe prépa. Là, elle revient sur tout le truc théorique avec Goffman. Si vous aimez les trucs théoriques, allez-y. Moi, je connais déjà tout ça, donc je pourrais vous expliquer quand on va lire la suite. Ok. Donc, va y avoir par exemple des techniques pour eux. Des techniques de... Hop. Il y a 3 catégories. Ah bah voilà, on va voir les 3 catégories. 3 catégories de résistance chez les élèves à l'institution. Salut Tipsprog. La première, c'est quelque chose qui est fait sous le scolaire mais au nom du scolaire. Par exemple, employer des moyens illicites pour réussir scolairement. Donc ça va être tricher, je pense. Ensuite, il y a des choses qu'on fait en dehors du scolaire, pendant le scolaire, mais qui s'écartent de l'activité prescrite ou supposée. Par exemple, faire semblant de suivre un cours tout en pensant à autre chose, ou détourner le travail collectif à des fins de détente. Ça, j'ai toujours fait ça, c'était banger. Il y a enfin ce qui est sous le scolaire, mais contre le scolaire, qui s'apparente à des techniques de distanciation. Ce sont des oppositions plus ou moins frontales, apparentes et explicites à l'ordre institutionnel, comme péter les plombs, se moquer de l'institution et de ses membres. Ah, la provocation, ça joue la provocation. Donc soit tu triches mais pour réussir à l'école, soit t'es dans le cadre de l'école mais tu détournes un petit peu pour t'amuser, soit tu provoques les profs, tu t'énerves, voilà. Tu satures quoi. Let's go. Bah c'est pas de la triche la drogue, hein, si? Je sais pas, hein. Si c'est encouragé hein, de se droguer pour tenir les examens, je sais pas trop. Merci Happy for Family. Société de merde. 2 ans de soutien, merci beaucoup. Merci, merci. Et salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Bienvenue. On est en train de voir comment les élèves trichent en prépa. Je dormais beaucoup en cours. C'est comme du dopage dans une compétition sportive. Non mais personne ne vérifie. T'as le droit de dire, il y a des gens qui le font pas, donc c'est abusé. Mais il n'y a pas des contrôles antidopage pour les produits que tu prends pour tenir des examens. Hein. Un certain nombre de techniques de fraude consistent à obtenir des satisfactions autorisées par des moyens défendus. Donc des bonnes notes, mais de manière interdite. Ah. C'est des techniques qui visent à accroître les notes reçues par des moyens plus ou moins interdits. Le faillotage, qu'il est parfois difficile de distinguer de l'investissement normal dans la vie officielle et des relations aux enseignants, constitue une forme minimale de ces techniques. Mathieu, en prépa scientifique, faillote. Bon, la colle, on se le cache pas, c'est un peu du marketing. Hein. Vous pouvez ne pas arriver à faire votre exo et faire croire à l'examinateur que vous arrivez à le faire. Mais attendez, mais comment vous faites ça? Moi, j'ai jamais réussi à faire ça, ça se voyait. Rire. Je suis assez spécialiste en maths. En fait, quand il vous explique un truc, faut répéter ce qu'il vient de vous dire. Rire. Et puis, il faut poser des questions qui débordent un peu. Ah oui, il a compris, il va plus loin. Rire. Bon, ça marche pas à tous les coups. Hein. Et puis, il y a des colleurs qui sont absolument rigides. Vous avez beau failloter. Rien. Ouais, voilà, ça fait partie du jeu. En colle de physique, on nous le dit clairement. Le jour de l'oral, il faut que vous vous intéressiez, que vous nous fassiez croire que vous maîtrisez, même si ça vous laisse indifférent. Voilà. Ah là là, mais ça, c'est l'apprentissage de la vie en société. On est sûr que c'est un examen de maths ou de physique, tout ça. Salut Rose Cochon. Bah, ça sert à temporiser, à gagner du temps, quoi. C'est pas con, hein. La triche en devoir sur table permet plus radicalement, en théorie, d'améliorer les notes obtenues. Ces moyens interdits sont aussi des moyens délégitimés. Enseignants et élèves peuvent ainsi souligner qu'en prépa, ça ne sert à rien de tricher, dans la mesure où ce qui compte est la réussite au concours.
censé être favorisé par l'entraînement que constitue le devoir réalisé dans des conditions de concours, donc, en théorie, sans triche. Cependant, au fil de 2 années et des entretiens réalisés, apparaissent des enjeux propres aux notes reçues qui font que la triche est un recours défini comme utile, même par rapport à la perte que constitue la rupture des conditions du concours. Je n'ai jamais eu dans les entretiens de confession de triche de devoir surveiller, mais j'ai obtenu des accusations ou des récits de triche effectués par d'autres élèves, notamment par la communication entre élèves pendant les épreuves, le recours aux feuilles de cours ou d'exercices corrigés pendant le devoir. On m'a ainsi rapporté des cas de triche de la part d'élèves tangents pour le passage en 2e année, pour lequel la réussite au concours peut apparaître comme un objectif second, ne serait-ce que chronologiquement, par rapport à la réussite de l'année. Dans la mesure où quelques dixièmes de points de moyenne peuvent se traduire par une, voire quelques places, l'amélioration même marginale des notes dans telle ou telle matière peut s'avérer importante. Je ne prononce pas ici, on le voit, sur les effets réels de la triche sur les notes ou encore sur l'idée selon laquelle les enseignants seraient à même de repérer le vrai niveau des élèves indépendamment de quelques points artificiellement ajoutés par la triche, que ce soit en corrigeant le devoir ou au conseil de classe. En revanche, on voit qu'il existe un certain nombre de moments au cours des 2 années où la phrase « les notes ne comptent pas, ce qui compte c'est le concours » peuvent être concurrencées par d'autres appréciations de la situation. Quand les notes définissent le passage, quand les stratégies d'un élève l'amènent à complètement abandonner le travail dans une matière secondaire et qu'il veut pouvoir poursuivre cette stratégie sans qu'elle devienne trop visible et suscite des rappels à l'ordre pédagogique ou administratif, ou alors pour faire bonne figure ou ne pas faire trop mauvaise figure lors d'un devoir qui aurait exceptionnellement ne pas été révisé. De ce point de vue, la triche n'est pas forcément le fait des moins bons élèves et a d'ailleurs d'autant moins de risques d'être repérée qu'elle émane des plus hauts. Enfin, on m'a parfois dit en entretien qu'il était possible de tricher au concours eux-mêmes, mais au niveau de mon corpus, cela circule davantage comme une rumeur que sous la forme de techniques précises. Voilà. C'est intéressant, hein ? Je peux comprendre, c'est tellement humiliant de rendre une copie vide que tricher c'est moins violent. Ouais, ouais. Franchement, je comprends, hein. Je comprends. Elle dit pas, on sait pas si la triche marche, mais en tout cas, il y a des gens qui trichent et c'est important pour eux de tricher à certains moments parce qu'ils ont pas le choix dans leur tête, quoi. Tricher au concours, oui, je sais que les sanctions sont énormes, ouais. Non content de récompenser les gens qui font semblant d'aller bien en prépa, ceux qui font semblant d'y prendre du plaisir sont encore plus valorisés. Non mais c'est trop grave. Il faut aimer l'institution. C'est pour ça après qu'on se retrouve avec des gens qui viennent défendre leur classe prépa comme si c'était leur daronne là. Ils sont tellement conditionnés à ce que tout aille bien. Et à croire que tout aille bien. Non mais tricher au concours c'est beaucoup trop risqué. Ouais. C'est beaucoup trop risqué. Le fait que les sanctions soient aussi énormes incite justement les surveillants à ne rien dire pour ce qu'ils considèrent comme de la petite triche. Ouais. C'est vrai. Moi j'aurais trouvé ça trop dangereux. Un ensemble de pratiques de fraude circule davantage et semble plus dissible au sein du corpus. Il peut s'agir d'un même type de pratique, présenté comme son propre travail, celui d'un élève recopié. Ah, ça, ils font tout le temps ça. Oh, qu'est-ce que ça me fatigue. Mais on voit bien que c'est pas toi, Michel. C'est écrit comme le travail de Pauline. Des fois, vraiment, ils piquent le travail dans une autre salle de classe. Mais L1, il faisait ça. Il copiait-collait le travail de quelqu'un dans une autre salle de classe. Alors que bon, bah des fois on corrigeait les copies ensemble avec les autres profs et on les met tous en commun dans un logiciel, donc on sait quand t'as pris juste la copie d'un autre. Il y en a une fois, elle m'a dit bah ouais mais on l'a fait à 2. Et j'étais là, mais comment ça vous l'avez fait à 2? Bah on a tout écrit ensemble. Je suis là, mais c'est pas un travail de groupe. Ok, je vous ai dit de vous voir pour travailler ensemble, mais c'est genre si vous avez des questions, lire les trucs, répéter aux autres ce que vous avez compris. Mais là, mot pour mot écrire la même chose, hein, ça n'a pas de sens. Et copier des dessins d'observation à l'intérieur d'une classe, la stratégie la plus grillée du monde. Non, mais c'est terrible. En maths, c'est plus dur à déceler, j'imagine. Là, c'était quand même terrible. Surtout qu'il n'y a pas 2 copies d'élèves qui se ressemblent, hein, vu les sujets.
en sociologie. Alors, ce que tu copies, c'est le raisonnement. Tu n'es pas obligé ensuite de recopier mot pour mot. Mais ils ne comprennent pas le raisonnement. Sinon, ils n'auraient pas besoin de tricher. Donc, ils recopient mot pour mot parce qu'ils ne comprennent pas le raisonnement. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'en première année, tu essayes de leur apprendre qu'est-ce qu'il faut retenir ou non. Qu'est-ce qu'on comprend. Mais quand ils comprennent pas. S'ils comprenaient, ils n'auraient pas à tricher. Là, c'est qu'ils comprenaient pas, quoi. Donc, bon. Dans le genre stratégie de résistance assez cool, en première année de prépa, c'était l'année de lutte contre la loi Pécresse. Avec des potes, on avait fait une AG pour les lycéens qui bloquaient sans trop savoir pourquoi les politiser, pour les politiser. Et on avait aussi monté un journal avec des lycéens que le proviseur avait fini par interdire car trop critique sur le bahut. Aïe 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 aïe, la censure du proviseur. Mais oui, après, parfois, peut-être que ça peut être par manque de temps, la triche, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Donc voilà, donc il recopie le travail des autres. Dans un autre cadre qui rend la pratique point déviante, celui du devoir à la maison, qui n'est pas censé être réalisé tout à fait dans les conditions du concours. Recopier son DM sur un élève qui a trouvé la solution sur telle ou telle question, et ainsi une pratique à la fois déviante et avouable, notamment dans la mesure où la frontière est mince par rapport à la résolution à plusieurs de ces DM, parfois encouragés par les enseignants. Oui, c'est ça. C'est gravement, enfin c'est beaucoup encouragé d'être à plusieurs pour travailler. De même, un autre type de fraude, l'organisation collective du volontariat individuel, semble tacitement acceptée par les enseignants. Si bien qu'on peut se demander s'il s'agit d'une adaptation primaire ou secondaire. Attends, quoi? L'organisation collective du volontariat individuel? Je comprends pas. Elle consiste à établir à l'avance dans la classe un roulement, désignant un élève qui se portera volontaire par rapport à une demande de l'enseignant. Par exemple, passer au tableau, être interrogé, se présenter son travail en langue. L'élève qui aura pu plus particulièrement bien préparer la réponse à cette demande et dispenser du même coup ses camarades de la crainte d'être choisis au hasard faute de volontaire. Ah, ils sont malins! Ils savent qu'ils vont être appelés au tableau et ils font cette semaine, c'est toi qui y vas. Ah, c'est malin. Ah, c'est malin, hein. Tous les autres peuvent glander en attendant. C'est très malin. Je comprends, je comprends. Ouais, je vois la logique. Certaines techniques de fraude sont propres à la vie clandestine et à l'internat et visent à détourner certaines réglementations qui ne sont pas seulement scolaires. Il y en a ainsi des pratiques consistant à introduire de l'alcool dans l'internat et à faire disparaître de la vue du lycée des bouteilles vides, à organiser des soirées clandestines à l'internat ou bien à faire le mur et à sortir du lycée en dehors des heures autorisées, ou encore à faire des excursions de nuit dans des parties du lycée interdites à la circulation des élèves. Ces pratiques méritent tout à fait d'être qualifiées d'adaptation secondaire, c'est-à-dire d'adaptation même interdite ou déviant à l'institution, dans la mesure où elles sont rarement racontées sans qu'il soit dit qu'elles aident à vivre la prépa, qu'elles aident à supporter la prépa, voire qu'elles apparaissent comme constitutives d'une vie préparatoire qui ne se réduit pas à l'acharnement scolaire. Donc ouais, donc c'est de la vie clandestine, quoi. Ils font des trucs qui sont interdits, ils se baladent. La vie de l'internat, c'est une vie propre aussi. Oui, il y a des formes de solidarité, bah c'est normal, hein, ils sont dans le même bateau quand même. Un peu d'urbex pour souffler. Il y a aussi des techniques d'évasion, qui consistent à se soustraire plus ou moins discrètement à certaines activités qui sont prescrites par l'institution, ou bien à la prescription de certaines modalités de ces activités. Donc, à des exigences institutionnelles en termes de façon de faire, plus encore que de choses faites. Donc en fait, ils font les choses, mais pas de la manière qui est prévue par l'institution. Un premier ensemble de techniques consiste à la situation de cours et le fait d'y faire autre chose que d'écouter ou de noter les propos des enseignants. Certaines adaptations secondaires de ce type se rapprochent encore d'adaptations primaires, comme le fait de travailler pendant un cours, mais sur autre chose. Ah oui! Donc ça, on avait vu que certains cours, ils considéraient que c'était pas des cours importants, et ils voulaient faire leurs maths, par exemple, pendant un cours de langue. Voilà ce que dit Nicolas en prépa économique. Il y a eu des renvois de cours pour avoir fait d'exercices de maths pendant un cours de français. Ah bah voilà. Vous, ça vous est arrivé? Ah non. De faire autre chose pendant les cours, oui. De me faire choper, non. Bah oui, c'est normal. Hein. Si t'es en maths sup, c'est assez logique. Hein. De la même manière, la pratique consistant à recopier sans le comprendre un morceau du cours en se promettant d'y revenir à tête reposée ultérieurement est une pratique très répandue, qui, si elle s'écarte de la définition officielle de l'activité étudiante dans le cours, est elle aussi perçue comme un mal parfois nécessaire à la fois par les enseignants et par les élèves. Voilà ce que dit Anaïs en prépa scientifique.
Les 3 heures de maths, là, on doit écrire tout ça, mais ça va très vite, quoi. Donc au bout d'un moment, bah on décroche. En fait, je sais même plus ce que j'écris. Rire. J'ai une copine qui compte les lignes qu'elle a écrites pour voir si ça correspond au tableau, parce que des fois, elle a écrit 2 fois la même chose. Rire. Et des fois, il y a des gens qui posent des questions, et je fais « Mais j'ai écrit ça ?» Et je regarde « Ah oui, je l'ai écrit !» Enfin bon, voilà. Mais je le revois après, donc ça va. Hein. Mais sur le coup, on est dépassé, donc on rigole, on écrit, et puis voilà. Au bout d'un moment, on a complètement décroché. Au début, on comprend la première page de la démonstration, puis la deuxième, on sait plus ce qu'on voulait démontrer. Bah c'est normal, hein. C'est normal, franchement, c'est trop dur. 3 heures de concentration, là. Pff. Ça m'épuise, rien que d'y penser, là. Penser à autre chose pendant le cours s'écarte encore davantage des réquisites institutionnels de concentration maximale et est rapporté par tant de bons élèves que par des moins bons élèves comme une pratique courante, que les pensées s'évadent vers le hors scolaire. Ma copine, les vacances, les gens de la classe ou encore le scolaire. Je pense aux devoirs, aux révisions, à ce que je dois faire le soir. Elle concourt à l'attention au cours, mais elle ne l'empêche pas forcément. C'est quand je suis bien le cours que je peux me permettre ça. Enfin, dormir en cours, entendu au sens propre, constitue un mode relativement radical d'évasion par rapport aux exigences, à la fois en termes d'activité et de modalité des activités. Ouais, tu peux te faire défoncer par les profs si tu dors en cours. C'est la première année, dit Laureline en prépa économique, c'est la première année que je dors en cours. Ça peut paraître bizarre, mais ça va tellement à un rythme soutenu qu'au final, il y a des moments où on dort, quoi. Bon, ça dure 5 minutes, mais il y a plusieurs personnes qui le disent, c'est pareil. Pour eux, c'est la première année où ils dorment en cours. Non mais moi aussi, j'ai déjà fait ça. En DUT, pour pas devenir zinzin, on faisait un roulement sur la prise des notes pendant les cours d'amphi. 4 qui dorment, 1 qui écrit et toutes les heures on changeait. Quoi? Ah, la cohérence des notes à la fin, là. Oh, ah là 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 là. Salut Griffon-Pierre. Ah non, mais c'est quoi ça? Les fous rires en cours font aussi partie de cette vie clandestine qui se constitue sous le scolaire, mais qui peut aussi, comme on le verra plus loin, affleurer, voire faire surface de façon très visible. Ils sont à chaque fois racontés avec plaisir par les interviewés comme un moment où les nerfs lâchent, et que l'on peut voir comme une irruption de la vie clandestine dans la vie officielle, un rappel de l'absence d'inféodation totale à la discipline. Plus généralement, le temps passé en cours peut être présenté comme un temps attaché à l'ascétisme et à l'enfermement dans le travail personnel, un temps scolaire plus libre et plus collectif qui constitue une évasion à lui seul. Voilà ce que dit Fabienne en prépa économique. Pendant ces 2 années, le travail est très pesant. Hein. Les week-ends et les révisions pour les concours, ça a vraiment été le summum. Mais je pense que paradoxalement, on travaillait moins en cours qu'en rentrant chez soi. Donc je pense que la prépa, ça permettait aussi de se retrouver à plusieurs. Il y avait une bonne ambiance, comme je vous ai dit. Donc il y avait quand même le moyen de ne pas passer une journée sans voir personne et de ne pas devenir un zombie. C'est vrai que si je commence... Faut que je prenne une pause. C'est vrai que si tu fais tes cours en télétravail, là, comme... Enfin, en visio, comme les étudiants ont dû faire pendant le Covid, à être tout seul chez toi et à travailler tout seul, tu pètes un plomb. Hein. C'est trop dur. Hein. C'est trop dur. En DUT informatique, j'étais tellement larguée qu'au tableau, j'avais l'impression que c'était des hiéroglyphes. Ah ouais. Ou si t'aimes pas tes camarades. Ah oui, si t'es isolé, c'est clair, ça doit pas aider. Ah ouais, non, mais là, je suis en train de m'endormir. Moi, premier degré, je vais pas tout lire. On va finir sur cette partie-là. Je vais juste aller prendre une pause pour aller aux toilettes, me récupérer un peu de sucre, et après on continue pour savoir ce que font les élèves qui n'est pas autorisé par l'institution. Ah, dans 2 minutes le chat, petite pause. Adieu. Oh non. Et bienvenue à tous ceux, toutes celles qui arrivent, bienvenue à bord du vaisseau d'extraction de minerais sur astéroïde. Notre commandant de bord, Poppy, a vomi dans son casque. Mais essaye de faire des manœuvres douces. Une demi-heure, elle vit actuellement dans un casque rempli de morceaux de carottes. Oui, alors il est vrai qu'on avait rencontré quelqu'un. Oh non, putain, il y a un looter de l'extrême. Qui est en fait maintenant d'Alex Squid. Il faut que je vous raconte un peu le passé sombre de d'Alex Squid. En fait, on était dans une zone où il y avait quelqu'un qui était mal en point, un peu blessé et tout. Allons le planter! Donc, par acte de sympathie, il s'appelait Swarmin à l'époque, on l'a évidemment achevé. On l'a achevé. Donc, cette personne est décédée, mais comme j'avais un kit de soins, j'ai fait un petit massage cardiaque et cette personne est revenue à la vie. C'est littéralement l'État français. C'est genre,
T'es à terre, je te plante, et après je fais genre, ah, mais grâce à moi, tu peux être en forme. Viens. Et donc, cette personne a rejoint notre équipage. Elle s'appelle aujourd'hui Dalek Squid. Sauf que comme les autres ont entendu parler, les autres commerçants ont entendu parler du fait que je tuais des humains, ils refusent de faire du commerce avec moi à partir de maintenant. Voilà. Donc, le problème, c'est que cette personne va très bien aujourd'hui. D'ailleurs, elle a témoigné devant les commerçants en disant... Oh, mais non, je suis en vie, je vais bien, je suis avec eux. Alors, le chien. Si je fais ça... Ah si, il peut s'équiper. Je viens de mettre le sac à dos sur le chien, il devient hyper craqué, il peut porter 2 objets. Ça va me changer la vie comme jamais, il va aller ramasser le caillou, tiens. Et 1 pour les ressources. Allez, allons chercher les ressources. Et nique ta mère. Pardon. J'ai paniqué, j'ai cru que j'étais trompée de bouton et tout. Il faut essayer d'enlever les R. J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Non, 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 ça se transforme en accent suisse. En 3 frames. J'arrive pas à faire les accents. C'est un peu ton portfolio d'imitation. Lui, c'est Brandy Boo. Ah si, c'est parfait. C'est quoi cet accent? Brandy. Y'a rien qui va. C'est multiculturel, ok? Celui qui est là-bas, c'est Harry Hall. L'amiral, c'est sa silhouette qui est éclatée. Sa silhouette? Putain, heureusement que c'est pas une femme, hein. C'est quoi? Quoi? C'est quoi cette histoire? Il est pas taille mannequin? C'est ça le problème? Il a pas le Summer Buddy? C'est Galopa? C'est un Galopa avec des yeux laser. Dans le fond! Vous avez pris Galopa par surprise! Moustillon! Crash de l'eau! C'est ta seule chance de survivre, il est niveau 40! Et il a endormi Moustillon! Il a one-shot Moustillon! Il est blessé par le contre-coup. On a peut-être une chance. Pas du tout, on a 0 chance. Faut s'enfuir, il faut s'enfuir. Vous abandonnez le combat. Cours! Roule! Roule pour ta vie! Pouit, pouit. Oh non, si ça ressort, je casse tout. Ça ressort! Non! Attends. Mais elle va mourir. Aspire. Bah je peux pas aspirer. Vas-y, aspire des trucs. Oh, c'est la machine à laver. Non mais c'est pas fait pour les astronautes. Le jeu, il est en mode, bah ouais, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Écoute, je me sens super bien. Ah, je vous avais pas coupé la musique, désolé. Désolé, vous aviez la musique en fond. J'ai failli me casser la gueule de ma chaise. Puisque c'est du bachotage pour des concours, pourquoi les concours ne sont pas ouverts à toutes les filières, quitte à avoir des tas d'étudiants à se planter? Oh non, mais alors corriger des copies, déjà je sais même pas comment ils font, alors... Non mais juste les concours devraient plus exister, hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, il y a candidat libre, hein, c'est possible, mais... J'imagine le taux de copie, là, ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'était ça, les mémoires, beaucoup de travail en solo, des gens qui sortaient de leur cellule pour socialiser un peu, mais pas parler du travail, le travail en commun, les sessions d'équipe, c'était plutôt la préparation du concours. Oui, je vois. C'est vrai que moi, quand j'ai fait mes mémoires de recherche, j'en parlais pas trop. On parlait un peu de ce qu'on avait vécu quand on faisait des entretiens avec les gens, comment ça se passait avec les personnes qu'on enquêtait. Et on se relisait nos mémoires aussi pour s'entraider. Mais en vrai, sinon, c'était... Quand on passait du temps ensemble, on avait envie de penser à autre chose, quoi. Salut Pierre Bourdieu. Ah, ça, c'est le classique après les manifs, la sieste, hein, bien sûr. Je grignote un gâteau pour prendre un peu de sucre dans mon corps. Et après, on continue la lecture. Clairement, on a l'impression de lire un truc d'un autre temps, quoi. Le livre, il a été publié en 2015. Vous allez me dire, ça va faire bientôt 10 ans, mais... Disons que le temps passe vite. Mais bon, voilà, on n'est pas vraiment dans un autre temps, quoi. Tu t'es fait voler ton téléphone! Oh non! Oh, la tristesse!
Qui a fait ça? Dénoncez-vous. Voler un téléphone à une camarade, c'est trop grave. C'est trop grave. Il fallait au moins le voler à un flic, quoi. Non, pas grand-chose n'a été révolutionné depuis dans les classes préparatoires. À part leur vitrine, ils ont envie de changer l'image des classes préparatoires, mais ça c'est plus marketing qu'autre chose, quoi. Putain, j'arrive pas à me nourrir, là. C'est terrible. J'ai bientôt fini, mais... C'était mal rangé, tout ça. Non, Mando, toi, t'es intéressé par mon gâteau. Je te connais. Non. Avec tes petites pattes, là. Hop là. Mando, le voleur arrive. Il a plus rien à voler, c'est dans mon gosier. Trop tard. Ces détournements... Je reprends la lecture. Hein. Ces détournements plus ou moins discrets du temps scolaire s'illustrent également dans la subversion récurrente du travail collectif en moments de détente et de sociabilité. Donc dans les moments où ils devraient travailler ensemble, ils en profitent pour s'amuser, quoi. Des élèves évoquent ainsi des moments où un groupe est réuni entre midi et 2 dans une salle du lycée, avec des exercices à faire ou des mots de vocabulaire à apprendre, et qui, sans même que les postures changent, que les livres se ferment ou que les discussions soient particulièrement nombreuses, deviennent une bulle de sociabilité, soustraite à l'ascétisme habituel. Voilà ce que dit Julien en prépa scientifique. On a 2 heures de perm, mais bon, je crois pas que j'ai beaucoup travaillé. Rire. Pendant ces 2 heures de perm. On reste dans la salle et on se met prêt à travailler. Rire. C'est-à-dire qu'on travaille très très lentement et on se concerte entre nous. Justement, j'aime bien parce que quand je rentre chez moi, je suis seule, je travaille là. Mais j'aime bien parler et rigoler. Oui, c'est ça, tu travailles chez toi dans tes temps calmes et sinon tu rires. Il faut bien voir en même temps que ce détournement du temps scolaire vers la sociabilité est le pendant du détournement contraire. Celui du temps de détente ou de sociabilité vers le temps scolaire. Oui, c'est vrai qu'ils font ça. Donc, il y a des moments où ils ont du travail collectif, ils en profitent pour pas travailler et passer du temps ensemble. Et à d'autres moments, ils devraient se reposer et à la place, ils travaillent. Il y a des élèves parfois qui jouent à réviser du vocabulaire à la cantine. Pardon? Alors que c'est censé être détente, la cantine. Laura... en prépa scientifique dit à la cantine, il y en a un qui sort le bouquin. Allez, je te pose une colle, tiens. Comment on dit ce mot-là? On fait ça de façon ludique, en quelque sorte, on rigole dessus. Rire. Faut le prendre à la rigolade, parce que sinon, ça fait beaucoup de 700 mots. Hein. Il y en a qui disent 600, mais d'après mon approximation, on arrive à 700. Ah non, non, mais on les compte, les mots. Hein. Ça nous éclate. Ah ouais, ça a l'air... ça a l'air d'être l'éclate. Hein. Quelle vie incroyable. Hein. L'interpénétration du temps scolaire et du temps de la sociabilité peut donc tout aussi bien servir à la soumission aux exigences institutionnelles qu'à leur subversion. Voilà. Eh bien, là, il y a de nouvelles techniques. On verra ça plus tard. Parce que moi, ça m'a épuisé. Page 37, le chat. On s'en souvient? Non, on s'en souviendra pas. Faut que je le mette sur un post-it. Page 37, chapitre 2. Sinon, je m'en souviendrai pas, je me connais. Rire. Je vais pas faire des faux rires, donc je préfère dire rire. Ok, je l'ai mis, j'ai mis un post-it sur mon écran. Chapitre 2, page 37. Comme ça, on s'en souviendra. Voilà. Mais là, je sens que... Regardez, regardez, regardez. Regardez, 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 regardez. Regardez, 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 regardez. Ça a l'air pas mal, hein. On va lire plutôt ça, faudrait que je check demain. Oh, la vie amoureuse. Hein. Oh là là, mais est-ce que j'ai envie de savoir comment est-ce qu'ils se font réprimer leur vie amoureuse? Oui. Oui, je suis sûre, je vais tomber de ma chaise. Hein. J'ai hâte. Ouais, faut qu'on lise ça. Faut qu'on lise ça. Ah ouais, non, vous avez vu tout ce qu'il y a à lire? Oh, piche, oh, piche. Non, mais écoutez, on verra tout ça, mais il faut y aller progressivement en connaissant ma capacité de travail.
Ma capacité de travail aujourd'hui est extrêmement restreinte. Mais en tout cas, c'est trop cool de parler des classes prépa. Il y a plein de sujets quand même. Hein. C'est intéressant. C'est déprimant, mais c'est intéressant. Celui-là, ce chapitre-là, j'ai trop hâte. Apprendre le temps. Justement, d'être tout le temps dans l'urgence, des deadlines et tout. Ça, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et moi aussi. Hein. Je pense que ce chapitre-là, ça va être exceptionnel. C'est quoi le plan de ce chapitre? La trame temporelle. Apprendre dans l'urgence, apprendre par l'urgence. Non mais vous voyez, l'urgence et la gestion temporelle comme mode normaux de rapport au temps. Mais c'est pas normal d'être constamment dans l'urgence. Apprendre à faire de la mesure du temps la mesure de toute chose. Mais moi je fonctionne comme ça aussi. Du coup ça me fait trop peur. Moi il y a un moment où j'étais obligée de noter dans mon agenda les moments de pause. Là je ne travaille pas. Et des fois, je n'arrive même pas à le faire quoi. Il y a écrit là je ne travaille pas. Et en fait, il me tombe un truc du travail dessus, et du coup, je suis obligée de travailler. Je serais salariée, encore une fois, ça n'arriverait pas. C'est vraiment parce que je suis en auto-entreprise que je me retrouve niquée comme ça. Mais c'est terrible, hein. Salut camarade Marloubar. Les maîtres du temps, subir le temps, qui maîtrise le temps. Le fondement social des rapports au temps. Ça a l'air intéressant aussi. Hein. Les maîtres du temps, c'est les profs. Hein. Ouais. Ça a l'air intéressant, ça. La charge de travail que donnent les profs aussi, ça c'est un gros sujet. Hein. Peut-être pour ça que l'élite veut passer tout le monde en auto-entreprise. Mais en fait, vraiment, les trucs qu'on retrouve sur la manière dont tu t'auto-exploites et tu t'auto-disciplines avec la classe préparatoire, ça ressemble vachement à l'auto-entreprise, je trouve. Et à ce qu'on se fait à nous-mêmes. Par contre, on n'est pas dans une institution totalitaire avec des gens qui nous mettent enveloppantes, avec des gens qui nous mettent les coups de pression et tout ça. On n'a pas du tout ça. Mais on n'a pas les contraintes extérieures. Par contre, on a vraiment les contraintes qu'on s'inflige à nous-mêmes dans ce qu'on imagine être le meilleur pour nous et tout ça. C'est terrible. Et en s'imaginant qu'on n'a pas le choix, machin. Et le paiement à la tâche en plus, ouais. Ouais. Non, mais là, par exemple, cette semaine, je devais aller à un concert tranquille, passer une soirée tranquille et je travaille, quoi. J'ai pas le choix parce que, bah voilà, la vie fait que j'ai pas le choix. C'est chiant. Les contraintes auto-affligées, ça perdure dans le salariat? Oui, je sais que ça perdure dans le salariat, on en parlait tout à l'heure, mais notamment chez les cadres, parce qu'ils sortent des classes prépa aussi. Hein. Mais je disais que c'est quand même plus facile, moi je trouve, en tout cas dans mon état d'esprit, c'est quand même plus facile de s'en détacher, je trouve, que dans l'auto-entreprise. Quand tu travailles pour toi-même, c'est encore pire. Et oui, si les gens ont appris ça, ils vont continuer à le reproduire, c'est normal. C'est pas des articles, hein. On lit un livre là. C'est pas un article, hein. C'est un livre. C'est un travail de recherche de Muriel Darmon qui est écrit en livre. C'est juste que plutôt que d'aller emprunter le livre ou de l'acheter, je me suis dit qu'on allait lire en ligne. Je regrette un peu en vrai, c'est plus facile de feuilleter à la main, je trouve.